Radio Rêve. La radio étudiante. Restez cordiaux, messieurs, ce n'est qu'un débat. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Alors, qui pour le mot de la fin ? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'exceptionnel politiquement incorrect, en direct comme chaque jeudi sur les antennes de Radio Rec, la web radio du campus de Marne-la-Vallée. Messieurs, bonsoir. 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 J'ai le plaisir d'accueillir en petite compagnie Nicolas et Maxime. Messieurs, j'espère que vous allez très bien cette semaine, que vous avez repris des forces. Bien sûr. On s'est permis une petite absence la semaine prochaine pour... La semaine dernière. La semaine dernière, je veux pas faire de la fausse prophétie de la semaine dernière, bien sûr, pour prendre un peu de poil de la bête et revenir avec une émission bien dense et bien complète. Voilà. Ayons une pensée pour Marc qui n'est pas là ce soir. Voilà. J'ai dressé son portrait parce que Nicolas, comme il est de moins en moins là, il va falloir s'y habituer. Nicolas allume son cierge et pleure, il a tant pleuré avant cette émission. Voilà, les chaudes larmes de Nicolas pour Marc que l'on salue. Et on salue bien sûr évidemment Robin et Fabien qui n'ont pas pu venir, mais qui n'ont pas cette place que peut avoir Marc dans ton cœur. Depuis le début, Marc. Marc mais les prochaines fois, je mettrai d'autres photos s'il le faut. Voilà, et puis tu pourras mettre la photo de l'auditeur qui veut bien nous la filer. Voilà. C'est ça. Si vous voulez vous aussi avoir votre portrait en une, envoyez-nous vos photos via les réseaux sociaux. Voilà, superbe transition. On est présent sur Facebook, on est présent sur Twitter, donc n'hésitez pas à nous alpaguer, à nous envoyer vos photos plus ou moins olé olé, et puis à nous envoyer surtout des questions, des sujets ou tout type d'interrogation. Messieurs, ce soir, comme je l'ai dit, sujet bien large, émission bien dense, on va parler finances, ça peut être austère. Justement, on est en période d'austérité, donc ça un peu dans le contexte. Petit sourire de Maxime, oui, ça va pas être très drôle. Mais Je suis réceptif à l'humour, il n'y a pas de problème. On va essayer d'être très pédagogique puisque l'actualité nous a amené beaucoup de sujets. Jeudi dernier, presque heure pour heure, on avait la démission de Jérôme Cahuzac, ministre du budget. C'est pour ça qu'on n'était pas là d'ailleurs, c'était parce qu'on était sous le choc. Il n'avait pas encore démissionné. Non mais oui, d'accord, merci. Mais on avait anticipé l'actualité, donc on était dans la boucle. C'est ça. On voulait pas faire d'ombre à cette nouvelle, donc on n'a pas fait notre émission parce que on sait que tous les Français se dirigent vers notre émission à ce moment-là et ça fait de la concurrence pour les autres. Ouais, justement, on va se dépêcher de finir celle-là pour laisser aux auditeurs et aux téléspectateurs la possibilité de voir le discours du président. Qui passe à 20h et quelques. Oui, 20h15 sur France 2, interviewé par David Pujadas et puis suivi d'un débat quand même avec Yves Calvi et certainement quelques invités. Il y a fort à parier que David Pujadas va être très incisif avec François Hollande. On pourra peut-être avoir un petit mot là-dessus la semaine prochaine en tout cas. Et puis, je parlais d'actualité autour de la finance. On a eu évidemment la mise en examen de Sarkozy autour de l'affaire Bettencourt, donc tout ça autour une surprise de ces questions d'argent. Ça fait polémique, le juge gentil qui reçoit des puis la manière de remettre en question l'état de droit aussi, c'est toujours le truc à deux vitesses. Parfois, quand ça nous arrange, on dit on est dans un état de droit, on n'a pas à remettre en question l'autorité des magistrats ou des juges. Et là, non, c'est un déshonneur. Qu'est-ce qu'il a dit, Guénaud ? C'est indigne de la France, quelque chose comme ça. Bon. Oui, à la fois ça fait partie de ce personnage un peu atypique, franchement c'est... Et puis moi j'attends le procès aussi pour l'affaire Karachi, parce qu'il y a Bettencourt mais il n'y a pas que ça. Bon, on va rester quand même dans la finance. Dernier point de l'actualité bien chaude, on va en parler en deuxième partie de l'émission, c'est Chypre. Chypre qui a été visiblement sauvé par un plan européen. Aidé par le MES, le FMI, la Troïka. On n'en est pas là, je crois. Ouais, pour le moment, c'est en cours, mais en tout cas voilà, c'est dans les petits papiers. On va en discuter ensemble pour voir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Je pense qu'il y a surtout du pas bon à ma droite. Et on va pouvoir laisser. Je pense qu'on va avoir de moins en moins le droit de dire. Je pense que de plus en plus, on va avoir de moins en moins le droit de dire. Je pense. Là, ça suffit, c'est visible quoi.
Voilà. On aura bien le temps d'approfondir là-dessus. On va commencer en douceur peut-être avec le Jérôme Cahuzac. Je n'ai pas son accent si particulier du Sud, mais on va peut-être présenter déjà très factuellement les faits, pour ceux qui n'auraient pas été au courant. Si vous avez à la fois manqué, si vous n'aviez pas profité de l'occasion que vous avez laissée la semaine dernière de regarder cette démission en direct, on vous rappelle les faits. Donc, c'était le 19, donc ce jeudi dernier. Jérôme Cahuzac annonce sa démission à 19h et il nie toujours les faits. Les faits, quels sont-ils? Je suis pas sûr qu'il ait coupé l'appétit de beaucoup de Français, mais enfin bon. Ça m'a pas empêché de dormir en tout cas. Alors, qu'a-t-il fait ce cher Jérôme Cahuzac? Eh bien, il aurait eu un compte Oui, en de quoi Suisse. on le soupçonne, pas qu'a-t-il fait, on ne sait pas encore. Mais Voilà, de quoi le soupçonne-t-on? Donc, on a ouvert, en fait, juste avant, à 16h, le jour même, donc a été ouverte une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale. Donc, le truc qui fait pas forcément plaisir et qui fait pas forcément C'est pas très très joli. joli sur un CV. oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas que blanchi son linge, il a aussi blanchi de l'argent. Oui. Et donc, Une pierre de coups quoi. voilà. Sur quoi se base-t-on? C'est un enregistrement diffusé par Mediapart sur lequel on l'entendrait. Selon la police, ça serait sa voix. Il y a des fortes présomptions, du moins. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça me fait chier d'avoir un compte ouvert là-bas, l'UBS, donc c'est la fameuse banque. C'est quand même pas forcément la plus planquée des banques. Donc cet enregistrement date de la fin des années 2000, donc bien avant son arrivée au gouvernement. Mais quand même, ça fait pas très propre sur un CV, comme je l'ai dit. Pour finir un peu sur le contexte, il a été remplacé par Bernard Cazeneuve. Je ne vais pas plus m'étendre de ça, qui était ministre des Affaires étrangères. Merci Nicolas. En charge de l'Europe. Et voilà, c'est lui qui le remplace au budget. Un sujet qui tient beaucoup à... Donc, messieurs, déjà sur merci. le fait même, très factuellement, qu'est-ce que vous en pensez de cette démission? Est-ce que c'est une bonne chose? Puisque c'était plus ou moins une demande dès le début du gouvernement, c'est-à-dire qu'un ministre qui était dans une affaire qui était... alors bon là il en est effectivement, ça commence un petit peu à sentir mauvais pour lui, donc même si plus tard on se rend compte qu'il n'était pas, c'était pas vrai ou je ne sais quoi, hein, on a des rebondissements des fois dans ces affaires-là, c'est sûr qu'il y a un certain seuil à ne pas franchir, et donc une fois qu'on ouvre une information judiciaire, bon... Il y a un certain moment où il faut prendre ses responsabilités. D'une part, pour pouvoir se défendre. Deuxièmement, pour ne pas porter préjudice au gouvernement. Et troisièmement, parce qu'effectivement, c'était un engagement qu'au bout d'un moment, il fallait se retirer quand on était dans une affaire. Bon, là, il n'est pas encore prouvé qu'il a blanchi cet argent. Voilà. Bon, il semblerait que ce soit sa voix sur les enregistrements, mais on ne sait pas encore exactement où en est l'enquête. Hein. C'est un petit peu quand dans les médias, excusez-moi de faire cette comparaison, mais comme dans les médias on nous dit qu'un texte a été approuvé par l'Assemblée nationale, on ne sait pas trop si le texte est définitif ou si c'est que la première lecture et qu'il doit ensuite passer au Sénat. Bon, là c'est pareil, on nous dit que ce serait sa voix. Personnellement, j'ai pas vérifié où est-ce qu'on en est dans la procédure, et donc je sais pas si ça a été authentifié définitivement ou si c'est des sources. C'est des grandes certitudes. Oui. C'est pas sûr à 100%. Il semblerait que sa voix a été, qu'il y ait eu une petite enquête de fait là-dessus. Bon, donc voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été qu'a été ouverte une information judiciaire, tout à fait. Qui a amené à sa démission. Voilà. Donc après, il est remplacé par un ministre alors qui, en plus, la veille quelques jours avant, était en train de parler justement de l'Europe sur France 2. Donc voilà, Bernard Cazeneuve, qui était certainement dans la liste des ministres qui pouvaient reprendre le portefeuille du budget derrière, sachant que c'est un portefeuille qui va être relativement important dans les prochains mois, puisqu'on est effectivement dans une période... où on cherche à faire des économies. Les lettres de cadrage des ministères devenaient d'être envoyées pour le budget 2014. Donc voilà, on est dans un moment très particulier. Donc il y a des équipes derrière, hein. Les ministres, ils sont pas tout seuls, mais c'est vrai qu'il faut disons qu'ils incarnent la politique menée par les hauts fonctionnaires qui sont derrière eux et les équipes qui sont derrière eux. Tu es en train de me dire que c'est assez ironique finalement comme situation. Ironique dans quel sens? Dans le sens où un ministre du budget qui est là pour structurer l'impôt... de toute façon, un ministre du budget qui a un problème lié, qui est poursuivi pour un problème de fraude fiscale,
au bout d'un moment, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Là, effectivement, bon, alors on ne sait pas encore si c'est le cas, mais c'est vrai que ne serait-ce que la situation mérite d'être remarquée. Donc voilà. Donc dans le jeu des chaises musicales habituelles, le ministre Cazeneuve, ministre délégué qu'il était, a été remplacé, enfin à ce poste des affaires européenne, ce qui est quand même assez important, par un autre ministre qui était le ministre de la formation professionnelle et de l'alternance, qui lui-même n'est pas remplacé et qui laisse donc Michel Sapin tout seul s'occuper de l'emploi, du travail, de la formation professionnelle, qui pourtant est important. Alors on sait qu'il y a d'autres ministères qui sont en charge un peu de ça, notamment celui du redressement productif concernant l'emploi, mais on laisse le pauvre Michel Sapin tout seul dans le coup. La précision, c'est Thierry Repentin. Thierry Repentin, voilà, exactement. Maxime, un mot justement, déjà pour ce cadrage un peu... Bah, on verra ce que la justice nous dira. Je pense qu'il est plutôt mal parti. Moi, ce que j'aime bien, c'est la citation, moi. Elle m'amuse. Parce que je trouve toujours amusant ce fossé entre les déclarations publiques et puis quand ils sont entre eux, ils parlent comme des mafieux, quoi. Ils disent ouais, c'est pas la plus planquée des banques quand même, ça me fait chier d'avoir un compte là-bas. Et on a souvent ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que on a à notre tête vraiment des dirigeants c'est une mafia, Et là, bon, je sais pas, on dit il y a la présomption d'innocence, tout ça, mais oui, il semble bien que sa voix a été quand même authentifiée sur les enregistrements. De toute façon, Cahuzac, je crois que c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent grâce au laboratoire pharmaceutique aussi. Je crois il est dans les professions, enfin, il a médical au départ. Je crois qu'il est chirurgien ou quelque chose comme ça. Il avait monté une société de conseil, je crois, pour des conseils purement techniques, hein, au laboratoire pharmaceutique. Il a gagné beaucoup d'argent comme ça. Et donc un ministre de budget qui se serait rendu coupable de fraude fiscale, ça serait un peu comme un ministre de l'éducation qui serait pédophile, quoi. C'est toujours des situations. Bon, moi, ça me choque pas parce que de toute façon, ça fait une belle lurette que le gouvernement et donc les ministres qu'on a, je n'attends rien d'eux de toute façon. Donc bon, je veux dire, voilà, un de plus qui va se faire choper, qui va avoir des démêlés avec la justice. On a que ça en ce moment, entre, voilà, tu rappelais l'affaire Bettencourt, on pourrait aussi parler de l'affaire Karachi, on appelle Alain Juppé aussi, il y avait eu les discordes entre Fillon et Jean-François Copé, on appelle Juppé qui a été quand même condamné, lui, à, je sais plus, Oui, trahison, Chirac voilà, également, qui a fait des années de politique à la tête du pouvoir, que ce soit à la mairie de Paris, Premier ministre ou encore président, et qui maintenant traîne les casseroles. Alors bon, il a Alzheimer, donc il s'en souvient plus. Mais oui, il a déclaré d'ailleurs peu de temps avoir écrit ses mémoires, ce qui est quand même un truc très rigolo. Hein. C'est le mec, il écrit ses mémoires pour après dire j'ai Alzheimer. Bon, après, on sait très bien que les politiques. On sait très bien qu'ils nous prennent pour des cons, mais le problème, c'est que ça marche. En fait, c'est que ça marche. C'est-à-dire que les gens revotent quand même à chaque fois, soit Hollande, soit Sarkozy, dans le rythme qu'on leur impose d'ailleurs à chaque fois. Parce que c'est comme ça que le système se perpétue. C'est cette alternance gauche-droite. Hein, on nous vend un petit peu de changement. Hein, le changement, c'est maintenant. Donc, c'était donc théoriquement au moment de l'élection de François Hollande. C'était quand ? C'était au mois de mai dernier, je ne sais plus exactement. On a eu aujourd'hui ou hier les chiffres de chômage, ouais. Oui. Donc on a frôlé le record, je sais pas quoi, puis en plus si on veut bien aussi croire les chiffres qu'ils nous donnent, donc on a des résultats très très mauvais. Oui, parce que n'oublions pas les gens qui sont qui ne sont pas inscrits, voilà, oui, parce que bien sûr. Je crois que le mécanisme c'est que quand vous êtes chômeur, il faut actualiser votre situation tous les mois. Bien donc sûr. quand vous touchez de l'argent, c'est-à-dire vous touchez des ACDIC, effectivement vous avez plutôt intérêt à vous actualiser. Le jour où vous touchez plus d'ACDIC, ça vous sert à quoi ? Pas grand-chose. Oui, des fois c'est plus simple de Nicolas... trouver. Ce que je veux dire, c'est que pour la première fois, c'est vrai que ces questions de pouvoir, là, on a parlé de Chirac, de Juppé, de Cahuzac, de Sarkozy. C'est vrai que on en revient à remettre en question l'idée du suffrage universel direct pour élire le président de la République, qui finalement est une personne, donc incarnée, etc. Et donc ça leur monte à la tête toutes ces idées de pouvoir. Et finalement, moi c'est vrai que je me demande en ce moment si c'est pas, voilà, à une échelle plus locale. On est moins tenté par ces choses-là. Donc ça, c'était juste pour une petite parenthèse, même si c'est hors sujet. Il l'avait fait avant d'être en haut. Alors voilà, oui, Cahuzac. mais dans un objectif
Je dis pas que tout est corrélé, mais voilà. Alors effectivement, je vois que tu fronces les sourcils. J'essaye de comprendre finalement. Ouais, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le pouvoir monte vite à la tête. C'était ce que je voulais dire. C'est pareil, une autre métaphore qui n'a rien à voir avec le sujet, c'est pareil pour le Tour de France, puisqu'on a des émissions sportives à Radio Rec. Voilà. Tous les ans, on découvre des nouveaux dopés. On croyait tous les ans que le Tour de France était plus propre. Et il en reste quand même. Donc voilà, Cahuzac s'est fait avoir. Alors c'est dommage parce que Cahuzac paraissait sympathique, notamment au lendemain de la victoire de Sarkozy. Mais on se rend compte qu'effectivement, il est très facile. De François Hollande, pardon. Et oui, c'est des vieux restes. Oui, non, mais c'est vrai que c'est difficile de faire la différence de plus en plus. Ouais. Et voilà, et on se rend compte que finalement, c'est très facile de faire de la communication et qu'il faut pas croire, bah tiens, il est gentil. Finalement, il y a peut-être des gens qu'on trouve complètement nuls à la télévision, qu'on trouve, qu'on n'apprécie pas parce que leur image ne passe pas, et finalement, qui pourraient être des gens très très bien. Et voilà. Maintenant, effectivement, tu le disais toi-même. Alors, je voulais juste réagir sur le côté mafia. Moi, Cahuzac, la façon dont il parle dans l'enregistrement, je dis qu'il parlerait comme tout le monde et pas forcément comme des mafieux finalement. Il parlerait comme n'importe qui pourrait dire. T'as un compte en Suisse, toi ? Non, mais ça te fait chier qu'il soit pas assez caché ? Et qu'est-ce que t'en sais que j'ai pas de compte en Suisse ? Justement, je te demande. Non, mais voilà. Non, mais quand t'es dans une situation renfermée et où t'es obligé de dire, ah bah oui, t'ironises un peu d'ailleurs, hein, parce qu'il dit, voilà, c'est pas la banque la plus planquée, c'est vraiment pour le coup, il a de l'humour quelque part. Voilà, c'est ça. Et puis, donc effectivement, c'est une affaire. Alors. Qui n'a rien à voir avec le gouvernement actuel. Et c'est pour ça que finalement sa démission est peut-être légitimée, même si elle n'a rien à voir avec ce qui est actuellement. C'est qu'elle est légitimée par le fait qu'au moins il s'écarte du gouvernement parce qu'il est inquiété sur quelque chose d'auparavant. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'il est dans le gouvernement et que ça ne se fait pas dans le gouvernement, c'est quelqu'un de bien. S'il a fait des conneries, il doit les assumer et il les assumera. Enfin, j'espère pour lui. Mais voilà. Moi, je crois qu'il s'extrait surtout pour préparer sa défense et tout ça. Je pense que c'est. Voilà. Alors bon, après, il y a toute la microscopique polémique. Pas microscopique parce qu'elle a enflé, mais microscopique de mon point de vue, c'est-à-dire idéologique, d'avoir dit oui, c'est François Hollande qui lui a dit de démissionner, il l'a même appelé pour lui dire ça et c'est pas correct, c'est limite, ouais, il lui a envoyé un SMS pour rompre, quoi. Voilà, bon, je veux dire, que ce soit Hollande qui lui a demandé ou lui qui l'ait fait tout seul, ou Hérault, ou sa femme, ou je ne sais qui encore, c'est fait, ils ont pris leurs responsabilités, c'est comme ça que ça fonctionne en haut et de toute façon, on fera pas changer les choses. Donc voilà, pour dire encore une fois qu'on est monté dans les tons pour rien, enfin, on est monté en disant oui, vous vous rendez compte, il a juste envoyé il a juste appelé, c'est pas correct. Bon, c'est comme ça a été fait. Mais selon toi, qui a pris la décision ? C'est Hollande ou ça, j'en sais rien, j'étais pas là. Donc, de toute façon, c'est les deux. De toute façon, c'est la charte du gouvernement actuel qui veut qu'au bout d'un moment, quand on est inquiété dans une affaire, on prend ses distances avec le gouvernement. En l'occurrence, ils ont choisi ce moment-là de la procédure judiciaire, c'est-à-dire son ouverture, on va dire, entre guillemets, même si on savait qu'il y avait des suspicions depuis l'affaire Mediapart. C'est un bon timing, puisque jusqu'à présent, ça ne l'a pas empêché de travailler. On dit, bon, alors c'est toujours à titre posthume, hein, bon, il est pas mort, mais c'est que tout comme on dit que c'était finalement un bon ministre, hein, donc voilà. Je suis pas sûr que ça soit. Enfin, vas-y, continue. On dit que, c'est-à-dire que bon, je dis pas, tout le monde dit ça. Je dis, on a tendance à reconnaître qu'il a fait des efforts et qu'il incarnait un peu la politique et que ça passait au niveau, en tout cas, de ses confrères ministres. Ce qui n'était pas évident pour son poste. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'effectivement, et voilà, donc que c'est un bon timing dans le sens où il n'était pas encore réellement inquiété par la justice. Il y avait des petites enquêtes qui étaient faites pour savoir si Mediapart, enfin, pour recevoir la plainte de Mediapart ou recevoir les informations de Mediapart. Après, on ne sait pas ce qui va se passer après, donc on sait pas à quel moment il aurait été dans le futur plus juste de s'interrompre. Donc autant pourquoi pas le faire maintenant. Et ça montre une sorte malgré tout d'exemplarité dans le gouvernement, puisqu'on avait dit il faut démissionner s'il y a un problème. Voilà, justement. On va peut-être maintenant ouvrir ce débat à tout ce qui est évasion fiscale. On rappelle que tu avais tenu une chronique le 10 janvier à l'occasion de l'affaire Gérard Depardieu. Voilà, donc si les auditeurs ne l'ont pas écouté, voilà, c'est dans la catégorie podcast sur radio-recc.fr. Donc maintenant que Maxime est là, je sais que toi, ça te tient particulièrement à cœur, cette question de l'exil fiscal, de l'évasion fiscale. De manière générale, est-ce que je pourrais t'entendre sur cette question ? Peut-être aussi revenir sur l'affaire Depardieu qui a marqué assez les esprits. Comment tu te situes par rapport à ça ? Bah déjà, pour moi, il y a deux questions différentes parce que l'évasion fiscale à laquelle moi je m'en prends, c'est pas celle de Depardieu. Depardieu, pour moi, il est dans son droit. C'est un citoyen français et s'il veut partir vivre à l'étranger, c'est son droit. J'en ai rien à faire. Ce qui me dérange, moi,
et pourquoi ça me tient à cœur, c'est parce que c'est pour moi une des explications de la dette actuelle, de la situation économique. Parce que l'évasion fiscale, les cadeaux fiscaux en tout genre, voilà, c'est une des raisons fondamentales qui explique la dette. Parce que quand vous avez par exemple des PME qui payent 30% d'impôts et puis des grandes entreprises qui sont épargnées et qui justement notamment grâce à l'évasion fiscale et tout, qui payent finalement je crois 8 ou 9% d'impôts, c'est un manque à gagner énorme. Et puis c'est surtout de la fuite, c'est-à-dire que justement le terme de fuite fiscale il est très intéressant, il est très important pour comprendre comment ça marche. Parce qu'en réalité, c'est si vous voulez, l'argent fonctionne un peu comme le sang dans le corps humain, quoi. Faut que ça tourne, faut que ça circule et que ça passe par tous les agents économiques. Et normalement, on n'a pas, il peut y avoir des périodes ou d'inflation ou de déflation, etc. Ça, c'est les cycles économiques normaux. Mais globalement, la masse monétaire doit rester à peu près équivalente. Si vous avez une fuite, c'est exactement comme si vous aviez une hémorragie. Donc, si vous avez une hémorragie qui n'est pas très importante, que la capacité de votre corps parvient, si vous voulez, à compenser ce manque de sang, vous survivez. Si par contre l'hémorragie est trop importante, vous mourrez. Et on est dans une situation aujourd'hui où il y a une telle évasion fiscale, d'une telle ampleur, que en fait, la France est en train de mourir sur le plan économique. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui me semble important. C'est donc des sujets qui devraient être abordés par les politiques, au lieu de parler de sujets, disons, très, très périphériques, de mesurettes qui pourraient, alors un peu plus de fonctionnaires par-ci, ou tiens, une nouvelle taxe par-là. Déjà l'évasion fiscale. Commencez par ça. Le jour où on aura une équipe gouvernementale qui expliquera que dans ces projets, disons, ces chevaux de bataille, ce sera ça, il aura tendance à gagner en crédibilité. J'ai quand même du mal à saisir. Tu me dis que d'un côté, l'évasion fiscale est un choix personnel, donc qu'elle n'est pas condamnable en soi. C'était l'exemple de Depardieu. Non. Et de l'autre, tu me dis qu'il faut lutter contre. Oui, non, parce qu'il faut faire vraiment une différence entre le fait de résider en France pour une entreprise, par exemple, de gagner de l'argent de la part de Français, parce que tu vends des produits en France, donc tes clients, grâce à qui tu gagnes de l'argent, sont des Français qui travaillent, qui eux-mêmes gagnent de l'argent par leur travail. Cet argent-là que tu gagnes, t'en as une part pour toi, mais t'en as une part que tu dois reverser à la collectivité. L'évasion fiscale, ça consiste à avoir un compte à l'étranger, dans un truc offshore ou dans justement les paradis fiscaux. Et donc là, tout cet argent-là, au lieu d'être redistribué à la collectivité, il part et il reste dans ta main et tu le caches. C'est ça. Moi, je vois pas le rapport avec Depardieu en réalité, tu vois. C'est pour ça que Depardieu partait parce qu'il considérait qu'il avait une pression fiscale, mais c'est son problème. Moi, je vois pas pour moi, il est pas. Enfin, j'ai aucun problème avec ça, quoi. S'il veut partir, s'il considère que la France c'est un pays qui lui convient plus, il a le droit de partir. Nicolas, tu faut bien faire la différence, quoi. C'est pas pareil. Que Gérard Depardieu. Pardon. Toi, tu considères qu'il y a aussi une distinction à faire ? Il y a une distinction à faire entre ceux qui transigent avec la loi et entre ceux qui quittent la France comme c'est inscrit dans les droits de l'homme. C'est vrai que Gérard Depardieu est parti. Bon, il est parti, très bien. Bon, ça a fait un buzz parce qu'il était connu, parce qu'en plus il était respecté. Bon, moi personnellement je suis pas fan, mais parce qu'il était respecté, qu'il avait beaucoup d'argent et qu'en plus ça tombait dans un moment où on a pu dire, voyez, ouais, voilà. il se barre. Hein, et d'ailleurs, Sarkozy en a parlé en Belgique. Il était en Belgique, il mettait une décoration à je ne sais plus quel membre du gouvernement, je crois, de Belgique. Voilà. Et il a ironisé là-dessus. Alors bon, en plus, Sarkozy qui ironise quand on... Qui avait dit qu'il avait vaincu le problème du paradis fiscal, lui aussi. Hein. Voilà. Donc Sarkozy qui ironise en disant, oui, voyez, en France, donc en félicitant le mec belge et en lui faisant un délange parce que le mec avait baissé... voilà, il trouvait que 55% c'était confiscatoire, les impôts, etc. Donc il a blagué sur la France. Bref. Et qu'est-ce que j'allais dire ? J'allais dire qu'effectivement, il y a déjà un problème. À mon sens, bon après, ça mériterait une analyse économique beaucoup plus poussée. Mais pour aller dans le prolongement de ce que disait Maxime, aujourd'hui, le problème, c'est une entreprise. Grosso modo, en France, si on est capable de produire, je sais pas moi, on produit du vin en France. Bon après, vous me direz que mon raisonnement est anti-culture, enfin anti les autres cultures et compagnie. Mais si on est capable de produire du vin en France, c'est purement un exemple. Hein. On produit notre vin. Est-ce qu'on a besoin d'en importer finalement ? À qualité et à goût sensiblement pareil. Bon.
Mais à prix. Voilà. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on est tellement basé sur les prix, l'économie, le machin, que voilà. Et finalement, bon, vous savez, certains produits coûtent quand même finalement plus cher parce qu'il faut quand même les apporter, hein. Il y a la question du transport, etc. Bon, et voilà. Donc tout le problème est dans le fait que quand vous avez besoin d'un produit que vous n'êtes pas en capacité de produire, je pense par exemple au pétrole en France, bon, vous en avez besoin, vous l'importez. Mais pourquoi est-ce qu'on importe des tas de produits, et notamment, je pense à tout ce qui est fait en Chine et qui là ne concerne pas l'alimentaire, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire il y a du goût différent avec le vin, etc. Donc il y a plein, c'était un très mauvais exemple. Mais je pense aux meubles, au mobilier, je pense aux jouets qu'on est capable de produire en France, voilà, et qu'on importe pour des questions de coût. Je pense également à l'automobile que l'on a produit en France longtemps et qu'aujourd'hui on décentralise, qu'on délocalise, pardon. Voilà, tout ça, ce sont des problèmes. Parce que du coup, ça veut dire que si on fait abstraction effectivement des prix, ça veut dire que concrètement, ça devient flou. Les pays sont concurrentiels, et extrêmement concurrentiels. Et Maxime parlait effectivement d'une France qui irait à sa perte, hein, notamment sur le plan économique. Parce qu'aujourd'hui, bon, on sait pas encore, on peut pas présager des mécanismes qui vont se mettre en route et de savoir si la France va aller dans le vide ou si elle va s'en sortir parce qu'elle a des ressources autres, notamment dans le tertiaire, etc. ou je ne sais quoi, ou elle va avoir des commandes extraordinaires ou je ne sais quoi. On peut pas le savoir, on peut pas l'imaginer. Mais même s'il y en a qui sont, enfin, moi je ne peux pas le savoir. Certains peut-être arrivent à se le dire avec des grands mécanismes. Mais voilà. Donc on sait pas ce que ça va donner. Mais c'est vrai que la France est dans une situation où aujourd'hui elle a une industrie qui descend profondément, sauf dans les nouvelles technologies, enfin dans les trucs vachement importants, l'aviation et compagnie, les trucs militaires. Bon, ça, elle est performante, mais ça n'apporte pas énormément d'emplois et surtout ça apporte des emplois très qualifiés. Donc ce qui n'est pas non plus même si on a tendance à avoir de plus en plus le bac, etc., ce qui n'était pas le cas avant, il y a encore une base qui a besoin de travailler. Et aujourd'hui, le phénomène principal, c'est celui du chômage à 50 ans. Parce que c'est cette catégorie de personnes, de cette génération, qui se retrouvent avec des usines qui ferment. C'est eux les ouvriers d'il y a quelques années qui ont connu certaines réformes, etc., qui ont connu mai 68 et qui aujourd'hui se retrouvent pour une partie au chômage. D'autres ne peuvent pas être reclassés comme ils le voudraient parce que là ils ont été épuisés au travail et ils savent pas comment finir pour aller jusqu'aux 60, 61, 62, 63, 64, 65 ans qu'on leur demande de faire pour aller à la retraite alors qu'ils ont commencé à travailler à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc voilà, alors qu'ils ont largement dépassé la cotisation. Ça aussi, c'est un problème, on y reviendra peut-être un jour. Mais de continuer à payer des cotisations sociales alors qu'on y a, enfin, ça ne compte plus, ça ne rentre plus en jeu dans son calcul de la retraite, c'est quand même salaud. Donc voilà. Tout ça, c'est des questions. Le coup de gueule, finalement. Voilà, non, mais on s'est écarté un petit peu de ta question sur l'évasion fiscale, mais oui. c'était pour dire qu'il y a quand même des sacrés mécanismes et que là-dessus, Maxime a entièrement raison. Il faut absolument s'attacher à réduire cette fraude, que ce soit la sécurité sociale, l'évasion fiscale, quand c'est pas légal. J'entends là l'affaire de Cahuzac, elle n'est pas légale. Gérard Depardieu qui s'en va, s'il est domicilié à l'heure, etc. Il y a des mécanismes légaux qui font qu'il a le droit de partir. Mais voilà, les entreprises qui ont qui truandent la TVA, Et après, on va s'amuser à aller arrêter des gens dans la rue parce qu'ils font des choses pas bien. Ou alors, on parlait, il y a 15 jours, on parlait de l'automobile. Voilà, alors une personne qui dépasse d'1 kilomètre est considérée comme un délinquant. Et les gens qui font perdre des milliards à la France, hein, là, dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin de... Parce que pourquoi est-ce qu'on embête les gens pour 1 km/h? C'est pas parce que c'est dangereux, entre guillemets, c'est bien parce qu'on veut des ressources, de l'argent. Bon, on n'aurait peut-être pas besoin de l'argent si effectivement on s'occupait de confisquer, de se mettre en avant les problèmes contre la fraude. Et il y a des pays qui le font bien, ça coûte cher, il faut des moyens, hein, il y a des brigades pour ça, mais on se rend compte que le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que ces moyens qui coûtent très cher, hein, en moyens humains et en moyens informatiques, parce que pour trouver la fraude, il faut des moyens informatiques, mais on se rend compte très vite que, vu le nombre de truands, les moyens sont amortis. Et puis après, une fois qu'on a supprimé beaucoup de merde, entre guillemets, de déchets, on a moins besoin de ces moyens, donc on peut rebaisser un petit peu nos moyens humains, en tout cas, sur la répression, mais en maintenant une veille qui fait que ça ne donne plus envie aux gens de truander. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez une caméra de vidéosurveillance, vous n'allez pas vous amuser, bien qu'ils l'ont fait dans le RER, mais vous n'allez pas vous amuser à bousculer quelqu'un si vous savez que vous êtes parfaitement identifié, parce que vous savez qu'il y a une veille, qu'on est capable de vous revoir. Voilà.
Donc voilà, il y a de la surveillance. Et pour le moment, on sait très bien, parce que ces gens-là sont pas fous non plus, ils sont pas cons. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, la fraude est très très peu détectée parce qu'on n'a pas les moyens en France de le faire. En plus, il y a des reportages qui s'amusent à le montrer à toute la France. Donc, vous voyez que c'est pas compliqué de le savoir. Si moi je le sais, les gens le savent. Et voilà, donc ça montre qu'il y a un véritable problème là-dessus. Donc, gros problème de fraude. Ça fait une superbe transition pour le Attends, cash. je vais juste rebondir un peu. rapidement, Il s'il te y a plaît. beaucoup de choses qui ont été dites et bah du coup c'est vrai que Oui, je me suis un peu étalé. je tombe assez d'accord avec Du coup, avec ta réponse Nicolas. sera plus près. C'est vrai que puis sur le deux poids deux mesures de la justice où tu disais alors bon il y en a certains qui fraudent et l'évasion fiscale il leur arrive rien alors que toi genre limite tu fais une mauvaise déclaration d'impôt, tu te trompes d'une ligne, la chambre tombe dessus. C'est ça. C'est exactement comme à Chypre, là, on va y venir après, mais où c'est-à-dire que c'est du vol en bande organisée, et regarde à Grigny dans le RER ce qu'ils ont fait, c'est ça. Sauf que tous les mecs de Grigny, ils vont se retrouver en prison, mais tous les technocrates, là, Non, mais heureusement qu'ils se retrouvent la en Troïka, prison, hein, machin. mais, Oui, voilà, mais ce qu'il y a, c'est que c'est quand même le deux poids deux mesures, c'est Oui, que, bien sûr. en fait, à Chypre, c'est exactement ce qu'on a fait, et en plus, c'est beaucoup plus grave en termes de montant, et même enfin, en tout, en fait, en réalité. Mais là, ces gens-là vont s'en sortir comme d'habitude. Mais en fait, bon, je voulais revenir un peu parce que on parlait de l'évasion fiscale. Je rappelle, voilà, l'évasion fiscale, c'est vraiment pour une entreprise, c'est surtout ça, hein, c'est surtout ça qui est problématique. Une entreprise qui est sur le territoire français, qui gagne des bénéfices, qui fait son chiffre d'affaires. La loi stipule qu'une partie de son chiffre d'affaires va revenir à l'État, c'est ses impôts, c'est ses charges, etc. Et ben cette entreprise, pour contourner ce système fiscal, cette pression fiscale, elle va ouvrir un compte dans un paradis fiscal ou passer par une société offshore. C'est ça en fait, ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Et ça pose problème parce que du coup, c'est un manque à gagner cruel pour l'État. Voilà. Donc c'est ça. Là après, tu as parlé d'autre chose à un moment donné. Tu as parlé du néolibéralisme économique, c'est-à-dire le fait que on peut aujourd'hui délocaliser beaucoup plus facilement. Pourquoi acheter à l'extérieur ce qu'on pourrait produire ici? Pourquoi ne pas revaloriser l'industrie nationale et tout? Et là, je suis complètement d'accord avec toi. Sauf que là, on n'est plus vraiment dans le domaine fiscal, on est dans le domaine vraiment économique. Et là, on parle de libéralisme économique. Et ça, bah, à ce moment-là, pour combattre ça, il faut combattre le mondialisme, il faut combattre le libéralisme, aujourd'hui incarné par l'Union européenne. C'est elle qui... Le libéralisme, le mondialisme, après, c'est autre chose parce qu'au niveau culturel, ça pourrait très bien passer. Même là, je ne serais pas tout à fait d'accord, mais ça sera un autre sujet. Ça sera un autre sujet, mais même là, je ne serais pas tout à fait d'accord. Mais le mondialisme économique, effectivement, c'est le fait de vouloir faire tomber toutes les frontières pour intégrer toutes les économies des pays européens dans une économie globale, avec tous les problèmes de poids différents des pays. C'est-à-dire tous les pays ne pèsent pas de la même manière, n'ont pas la même structure économique, et donc de vouloir harmoniser à tout prix, de mettre en accord, de lisser la politique économique et sociale de tous ces pays-là, c'est très problématique. Et d'ailleurs, ça, on le voit bien aujourd'hui. Donc voilà, en gros, je vais peut-être pas... c'est préciser ça, voilà. Bon, du coup, la transition reste la même, hein. On va pouvoir enchaîner maintenant sur Chypre. Tu as un peu commencé sur le point. On va quand même déjà, je vais préciser un peu ce qui se passe à Chypre. Tout le monde n'est peut-être pas forcément au courant. Donc il y a eu une grosse crise bancaire qui a amené un plan d'aide qui va arriver, qui a été du moins annoncé de 10 milliards d'euros par le MES, le FMI et la dernière institution, c'est l'Union, voilà, la BCE, voilà, l'UE, la BCE et le FMI. Donc les deux premiers étant représentés par le MES, qui forment finalement la Troïka, cette triplette économique qui aide tous les pays en difficulté. Le MES, on y reviendra, tu avais déjà fait une chronique là-dessus. Et donc cela a amené à la fermeture de la deuxième banque du pays, la Laiki Bank, qui donc va être mise en faillite, qui va annoncer des pertes de valeur de 4,2 milliards d'euros. Donc les investisseurs, les gros déposants, différents actionnaires vont perdre énormément d'argent. Et pendant ce temps, la première banque, la Bank of Cyprus, de son prénom. Cyprus. Ouais, l'accent, tu l'as remarqué, est superbe, superbement aiguisé. Donc la première banque, disais-je, est sauvée. Vive Bank of Cyprus, qui donc va récupérer les différents dépôts de la deuxième banque. Donc voilà l'arrangement grosso modo. Avec, on l'a vu, différentes polémiques autour de la manière de sauver, hein, autour aussi des investissements.
On sait que les banques chypriotes possédaient beaucoup d'actions de la dette grecque, donc c'est des cercles vicieux. Les CDS. Et puis le fait aussi qu'il y ait beaucoup de Russes, 2/3 des dépôts sont russes à Chypre. Donc, voilà, toutes ces questions qui rentrent les unes dans les autres. On va commencer déjà peut-être par la manière dont a été opéré ce sauvetage, si on peut l'appeler ainsi. Déjà, on peut pas l'appeler comme ça. Déjà, on peut pas l'appeler. Déjà, c'est pas un sauvetage. Première. Voilà, je pense que je vais finir par être crédible à la fin quand même quand je dis que l'Union européenne et que quand je dis que toutes les tactiques aujourd'hui, quand je rappelle quand même au départ de la crise financière, on devait renflouer les banques. Non, déjà, on a dit que c'était pas très grave. Ensuite, on a dit bon, d'accord, c'est grave, mais on va renflouer les banques. Alors, bon, normalement, c'est exceptionnel. On n'a pas le droit de faire ça, hein. Normalement, une entreprise, quand ça appartient au privé, si elle fait faillite, elle fait faillite. L'État ne vient pas la sauver. Si moi, demain, je monte une petite entreprise, si je suis en difficulté, l'État ne va pas venir payer mes dettes à ma place. Je fais faillite, je mets la clé sous la porte. On a décidé que pour les banques, c'était pas pareil. Et donc, les dettes des banques, parce que les banques ont joué au casino, elles ont perdu, la dette des banques, sous Sarkozy, on a décidé que cette dette allait passer à l'État. Donc on a nationalisé en fait la dette des banques. Et donc après on avait dit que maintenant du coup ça allait nous donner beaucoup plus de regard sur la finance internationale, qu'on allait, je rappelle, moraliser le capitalisme. Et donc tout ça c'était 2008-2009. Je me rappelle aussi de Madame Lagarde qui était alors ministre de budget, là, ou je sais plus, d'économie, voilà. Enfin bon, voilà, et qui expliquait que la crise était derrière nous, que maintenant ça allait beaucoup mieux. Bon. On a dit aussi qu'un État pouvait pas faire faillite, que le système bancaire des banques européennes c'était beaucoup mieux, de l'Union européenne c'était beaucoup mieux, que l'euro ne pouvait pas s'écrouler. Voilà, un pays ne peut pas faire défaut de paiement. On a eu la Grèce, on a eu le salaire des fonctionnaires qui a été réduit de 30%, on a eu des politiques de rigueur amenées un petit peu partout. Aujourd'hui, en fait, on est toujours dans cette même logique d'enlisement dans la crise. Et en fait, nous sommes en train de chuter déjà depuis longtemps. Simplement, là, la chute s'accélère. Donc, pour tous ceux qui pensent que là, on est en train de sauver le truc, non. En fait, on vient de franchir un nouveau stade de gravité de la crise où là, on voit clairement. Moi, ça me facilite la tâche. Maintenant, ça devient de moins en moins subtil, en fait. Parce que concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu parlais de la manière de faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, ils sont dans une crise de liquidité. Il n'y a pas assez d'argent. Donc, en fait, si tu veux, c'est un peu comme si tu te retrouvais face à un barrage rempli d'eau. Alors, au départ, le barrage, il tient bien. Puis, boum, il y a une fissure. Alors, il commence à avoir un filet d'eau qui s'échappe. C'est pas grave, tu mets ta main pour combler le trou. Puis après, tu as un deuxième et un troisième. Et à la fin, tu es débordé, en fait, par cette... tu es débordé. Ça marche donc aussi pour l'amphi de la fac. Pourquoi ? Non, parce qu'on il y a des problèmes de... Ouais. Et donc, en fait, là, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire pour trouver de l'argent. On n'arrête pas d'en acheter, mais on se rend bien compte que en fait, le problème, c'est quand on achète de l'argent, on l'achète avec des taux d'intérêt. Déjà, non, mais ça, c'est absurde, acheter de l'argent. En France, c'est la loi de Pompidou-Giscard de 73, approfondie avec le traité de Maastricht et le traité de Lisbonne, à l'échelle des pays européens. Donc tous les pays européens ne peuvent pas battre monnaie, et donc ils sont obligés de passer sur les marchés financiers, d'émettre leurs dettes sur les marchés financiers. Et donc maintenant, en fait, on va chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire sur le compte bancaire des gens, sur l'épargne des gens. C'est-à-dire que c'est du vol. Les banques, je veux dire, ce sont des prestataires de services. On est client. Quand tu vas à ta banque, on te dit « Bonjour monsieur, je protège vos dépôts, votre épargne. Hein, c'est fini ce temps, on mettait les pièces d'or sous le lit, l'image du coffre-fort, votre épargne est sécurisée. » Donc là, on voit très bien l'Union européenne ce qu'elle est capable de faire, tous les technocrates non élus de l'Union européenne ce qu'ils sont capables de faire. Donc de prendre directement l'argent sur l'épargne, directement prendre l'épargne des gens. Et pour pas que les gens puissent retirer leur argent, on ferme les banques. Justement, je voulais vous entendre sur ça. Normalement, rien que je dis ça, les gens tombent de haut. Ils sont tombés de haut. C'est du vol. Oui. Là, faut se réveiller. On voulait empêcher ce qu'on appelle le bank run. Oui. Donc en gros, la ruée vers les banques. Le bank run, ça veut dire que tout le monde veut retirer son argent en même temps, sauf qu'on sait très bien qu'il n'y a pas assez d'argent. Parce que l'argent que vous détenez sur votre compte, c'est une ligne. Vous n'avez pas un coffre avec l'argent contenu dedans. Si tout le monde vient chercher son argent, il n'y a pas d'argent. Donc
moi, je dis franchement aux Français, enfin, du moins Retirez aux quelques votre personnes qui écoutent l'émission. La preuve en est, excuse-moi de te couper, c'est qu'on a effectivement les camions qui viennent tous les jours recharger le distributeur. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas l'argent. Voilà, hein, l'argent, Oui, c'est virtuel. c'est en flux tendu en plus. Et puis, voilà, tout le monde ne pourra pas retirer son argent. Moi, je n'ai pas confiance en les banques. Je pense que. Moi, j'avais déjà parlé de l'or. J'avais dit qu'effectivement, si on veut transporter ses économies dans le temps pour que son argent ne perde pas de valeur, il faut acheter de l'or, ou acheter un terrain, ou acheter quelque chose qui a une valeur réelle. Parce que, quand bien même la faillite de tout ce qui se passe en ce moment, la fin de l'écroulement final, quand bien même ce ne sera pas je veux dire, la crise de liquidité, c'est-à-dire que soit, en gros, il y a deux possibilités, soit on se retrouve sans argent, comme là ce qui s'est passé à Chypre, on va prendre, sauf que, attends, il y a un petit problème, c'est que il n'y a pas assez d'épargne par rapport à la dette. J'avais quelques chiffres d'Olivier Delamarche, là, il est passé sur BFM Business, il a donné, par exemple pour la France, il dit en fait, même si on prend toute l'épargne des gens, on a quand même de la dette derrière. Donc ça ne suffira pas de toute façon. Il dit quelques chiffres, il dit par exemple, il dit en France, il y a 2 milliards de dépôts, il y a 2000 milliards de dépôts d'euros, ok. Mais il y a 2600 milliards de dettes. Donc quand bien même on retirait toute l'épargne des gens, on se retrouvait quand même avec 600 milliards de dettes. Donc, il parle du Japon, alors là où c'est encore pire, le Portugal, et en fait, il donne les chiffres, et dans chaque pays d'Europe, il n'y a pas assez de dépôts par rapport à la dette. Donc, même cette solution-là, même si on la pousse jusqu'au bout, la dette, on la retrouve quand même à la fin. Donc, soit ça se finit vraiment crise de liquidité, il n'y a plus d'argent dans les banques. Donc vous pouvez partir bank run et vous pouvez partir votre argent. Sinon, on imprime, on ne sait pas comment, voilà, mais ça pourrait se faire. Mais au final, ça revient au même. C'est-à-dire que votre argent, à force d'en imprimer, il perd de sa valeur. Donc vous avez, je sais pas moi, 10 000 euros sur votre compte. Les 10 000 euros d'aujourd'hui, ils ne voudront pas 10 000 euros demain. Parce qu'on aura à force d'imprimer de l'argent, vos 10 000 euros, ils ne voudront plus rien. Donc en fait, votre argent dans les banques, il n'a pas de valeur. C'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est que l'argent moderne, le monnaie fiduciaire, le papier, Le billet, quoi. ouais, voilà, c'est du papier. On lui accorde de la valeur parce qu'on veut bien lui en donner. Mais là, le système est en train de s'effondrer. Moi, je conseille aux gens de retirer leur argent des banques. Demander. Tu fais comme Eric Cantona, par exemple. Ouais, mais bien sûr. Tu demandes aux gens de. Enfin, je demande, les gens font ce qu'ils veulent. Tu invites les gens à retirer leur argent. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est ce que disaient déjà des économistes, enfin des journalistes de l'économie comme Pierre Jovanovic, qui, dans les revues de presse, là, tous les mercredis, déjà, a déclaré ça. Mais en 2008, il disait ça en 2008, il disait acheter de l'or. Alors moi, quand je parlais de ça autour de moi, on me disait mais non, mais tout va bien. Blablabla. Et là, aujourd'hui, ça paraît de moins en moins délirant. On voit vraiment le visage de l'Union européenne, ce que c'est. C'est des gens qui, normalement, il y a dans la Constitution, je sais plus si c'est pas un article où on dit que normalement l'intérêt du peuple prime sur l'intérêt du créancier. On voit bien aujourd'hui que dans l'Union européenne, les technocrates européens privilégient d'abord l'euro. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont le choix. On sauve les peuples ou on sauve l'euro. Ils sauvent l'euro. Ces gens-là, ce sont nos ennemis. Il faut comprendre ça. Et quand on a des gouvernements Hollande ou même Sarkozy qui sont pour plus d'Europe, plus de trucs, moi à chaque fois j'ai dit ça, mais non, mais ces gens-là, ils nous emmènent au mur. Mais il n'y a pas le même risque si tout le monde retire son argent des banques pour le mettre dans l'or, il n'y a pas un risque. Bah bien sûr, il y a un risque de banqueroute. Non mais je veux dire, c'est trop tard. Enfin, ce que je veux dire, c'est que juste déplacer le problème vers l'or. Est-ce que c'est possible? Bah, en fait, de toute façon, ce qui est certain, c'est que, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est voilà, les gens comme Olivier Delamarche, Pierre Jovanovic, Antal Fekete, Max Kaiser, Ambrose Evans-Pritchard, tous ces gens-là, c'est que de toute façon, maintenant, il n'y a plus de sortie positive de la crise. C'est plus possible. Donc, le truc, c'est, maintenant qu'on sait que ça va s'effondrer, bah, faut essayer déjà de se préserver soi-même un maximum. On peut pas s'en sortir, ah bah c'est bon, la crise est terminée, tout va reprendre comment. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher comme ça. Pour les deux raisons que j'ai dit. C'est soit à un moment donné, les dettes font que, voilà, il va y avoir à un moment donné un défaut de paiement. On n'aura pas assez d'argent sous la main, et même si on prend l'argent sur le compte des gens, dans la poche même des gens, ça ne suffira pas compte tenu de l'étendue de la dette. Et cette dette qui croît toujours, comme je dis souvent, de manière exponentielle. On a le papier là qui est en train de tomber, le poster. Alors, vas-y. Voilà. Donc soit on a un défaut de paiement, et si vous avez un pays qui fait un défaut de paiement, que ce soit la Grèce, que ce soit Chypre, il faut savoir que vous avez beaucoup de pays entre eux qui se font des prêts, et donc moi si je te prête beaucoup d'argent et que tu me dis demain je peux pas te rembourser, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, moi tu m'as endetté. Et les pays, je veux dire, quand un pays s'endette, il s'endette avec sa population.
Donc c'est des populations entières. Vous savez, quand vous achetez des obligations d'État, c'est-à-dire que c'est ça en fait. Vous dites, bah, je place mon économie dans des obligations d'État. C'est-à-dire que c'est l'État que je lui donne l'argent, il va me le rendre à un moment donné avec même des intérêts. Mais si l'État, il peut pas payer, donc c'est même l'économie des gens. Enfin vraiment là. On va peut-être donner un peu la parole à Ouais, Nicolas ouais. pour que tu reprennes un peu ta salive. Et que- Pour revenir autre sur chose. un niveau de réflexion un peu moins important que de donner son or, hein, et si on reste dans la contestation pure et dure du système actuel, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que quand vous décidez, quand vous recevez votre salaire, quand vous avez de l'argent, voilà, vous avez de l'argent, que ce soit un don ou n'importe quoi, vous avez un minimum d'argent ou un maximum d'argent. Vous avez plusieurs stratégies qui s'offrent à vous. C'est du cours d'économie de niveau lycée, hein, sciences économiques et sociales. Vous y apprenez. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas fait sciences économiques et sociales, vous y apprenez. Vous avez plusieurs stratégies qui consistent soit à consommer, soit à épargner. Hein. Et forcément que vous faites un peu des deux. C'est-à-dire que vous ne passez pas votre vie que à épargner parce que sinon vous ne pourriez pas consommer et que vous ne pouvez pas... Enfin, que vous pouvez si malheureusement aujourd'hui tout consommer. Et c'est avec le taux d'intérêt qu'on jauge ça. Ouais. Alors du coup, effectivement, oui, alors en plus, il y a des mécanismes qui font que si on vous met des taux d'intérêt intéressants, eh bien vous allez plus facilement épargner. Et puis s'il n'y a pas de taux d'intérêt intéressant, eh bien vous allez utiliser votre argent. Bon, l'intérêt des banques centrales de donner des taux après, directeurs. Ça, ce sont des grands mécanismes qui ne sont pas toujours réels parce que vous n'avez pas toujours la possibilité d'épargner et que d'autre part, il y en a qui de toute façon épargnent. Bon. Et puis on a une banque centrale européenne qui décide pour tous les pays. Il y a une ligne qui bouge et qui fait que les gens décident ou non d'épargner. Et puis, voilà. Donc du coup, l'épargne est une stratégie. Vous imaginez quand même, on ne parle pas des grandes fortunes, voilà, bon, ça a été aussi mis en évidence dans ce problème de Chypre, c'est qu'au début on parlait effectivement d'un pourcentage de ce que vous disposiez, admettons, sur votre livret A. C'est un truc très, très populaire, aujourd'hui tout le monde a un livret A, quasiment, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens en France ont ce qu'on appelle le livret A. Et vous imaginez, c'est un petit peu comme si on disait, bon bah voilà, tout le monde, même celui qui a 100 € sur son livret A, on lui prend déjà celui-là. Imaginez que l'épargne est ce que je viens de dire, c'est-à-dire une stratégie qui consiste dans votre esprit à faire ce que vous en voulez, que vous ayez un but avec cette épargne ou non, que ce soit d'investir dans une maison, que ce soit d'acheter une voiture, que ce soit tout simplement de pouvoir vivre heureux à votre retraite, n'importe quoi, votre stratégie qui est la vôtre. Et aujourd'hui, on vient vous dire, écoute Pépère, t'as gagné cet argent. Alors, tu consommes, dans un magasin, on te retire la TVA, ce qui peut être normal. Je veux dire, ce sont des mécanismes qui font qu'aujourd'hui, on contribue tous à l'État parce qu'on en fait tous partie et que l'État lui-même gère une partie de votre vie en redistribuant, par exemple, la sécurité sociale, voilà, vous donne, bon, la TVA ne finance pas la sécurité sociale, mais la sécurité sociale, c'est un mécanisme qui fait qu'on vous redonne quand vous avez un coup dur. Redistribution. C'est-à-dire que ça vous évite à vous d'avoir, théoriquement, hein, parce que de moins en moins c'est le cas, mais ce qui vous évite à vous d'avoir à subir le choc. Alors, vous êtes opéré, la sécurité sociale s'en occupe, vous avez cotisé avant, d'autres cotisent, etc. Bon, c'est la solidarité. Je rappelle des principes tout cons, mais voilà, c'est ça. L'État-providence et compagnie. Bon, donc déjà, vous consommez, on vous prend. Bon, vous dites rien. Le revenu, le salaire, pareil, parce qu'au cas où un jour vous tombiez au chômage, bien que tout le monde n'a pas le droit au chômage, parce qu'un jour, vous avez plein de choses qui sont prises, parce qu'un jour vous serez à la retraite, donc voilà, on vous prend sur votre salaire et puis on vous donnera après. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec l'épargne, on peut craindre sur ce qui se passe quand on vous prend aujourd'hui des choses sur votre salaire, une partie pour votre retraite future, on ne sait pas encore si on en aura une, hein. Déjà parce que vous pouvez mourir, mais même si vous restez en vie, parce que aujourd'hui on peut craindre pour l'avenir. Et donc aujourd'hui sur votre salaire, même si vous travaillez à 18 ans, eh bien on vous prend bien vos cotisations sociales, mais vous ne savez pas quel sera le mode de financement des retraites dans quelques années. Quand on voit ce qui se passe, comme je viens de le dire pour l'épargne, on ne sait pas ce qui se passera. Bon, bref, donc les revenus, la consommation. Et aujourd'hui, on vient vous dire, alors bon, il y a des revenus du patrimoine, des machins, des taxes spéciales, vous avez des produits financiers qui sont taxés. Bon, tout ça, ça pourrait se discuter, mais je suis pas spécialiste de la question et je sais pas si c'est légitime qu'on prenne de l'argent dessus. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est on va faire un petit impôt, hein, une taxe, voilà. Et puis l'argent que vous avez sur votre épargne, vous avez souscrit hein, l'épargne. Aujourd'hui, vous souscrivez à un plan épargne logement. Vous signez votre plan épargne logement. Vous savez qu'il y a des prélèvements sociaux à la fin de l'année. Vous le savez. Là, ce qu'on est en train de dire, dans le cas de Chypre, c'est vous avez signé un papier, vous nous mettez tout votre argent, et comme l'a dit Maxime, du jour au lendemain, quasiment, on vous dit, on ferme les banques. Vous ne pouvez plus toucher à votre argent, et on vous en prend une partie. Précisons que c'est pour seulement les gros épargnants. Attends. Alors, Ouais. voilà.
Au-dessus à de la 100 000 fin. euros. Parce que forcément, quand vous annoncez ça, les banques sont fermées, il y a des queues de je ne sais combien de mètres, etc. Les gens sont excédés. Il y a quand même les partenaires qui commencent à dire vous avez vu ce que vous êtes en train de faire. Parce que contrairement à ce que dit Maxime, moi j'ai une vision de l'Europe qui est quand même un peu plus consensuelle et où finalement les pays interviennent puisque c'est eux qui nomment les représentants, les technocrates qu'ils Pour moi, c'est appellent. l'inverse. Oui, mais non, mais bien sûr. Donc les technocrates, c'est les gouvernants des pays qui les nomment et eux-mêmes sont élus. Voilà. Donc pour moi, il y a une approche un peu différente, mais bon, ça on va pas la régler ce soir, et c'est pas non plus la question. Mais voilà. Et donc du coup, et forcément, les gens ont discuté, ont dit non, on peut pas faire ça. Et puis c'était un effet d'annonce, c'était un peu pour voir comment, voilà, on vous le disait, c'était pour voir comment vous réagissez. Et Maintenant, on va surtout- passer aux choses sérieuses. On surtout va ça a taxer été que les gros. refusé Bon, par le Parlement bien chypriote. sûr, voilà. Aucun député chypriote n'a accepté le plan. Parce qu'il faut Donc quand du même coup, préciser. si je peux juste terminer, il y a quand même deux éléments. Il y a effectivement l'élément qui fait qu'on a voulu mettre en place ça et que ça a été modéré après. Et bon, c'est vrai que c'est toujours... Mais attention à pas toujours trop taper non plus. Je suis pas fan de ce discours que je suis en train de dire, mais attention de ne pas toujours taper non plus sur les gros machins, sur les gros bonhommes et tout, parce qu'au bout d'un moment, ils contribuent quand même à On tape l'économie. sur qui, alors Non, mais il y a des mécanismes à mettre en œuvre. Sur Et- ceux qui ont créé alors, ça. Et pour terminer, il y a effectivement la deuxième chose qui est que effectivement on peut craindre pour l'avenir et c'est ce que j'ai essayé de montrer pour le financement des retraites, pour l'épargne que vous pensez mettre en sécurité dans une banque. Et Maxime l'a très bien dit. Aujourd'hui, le système bancaire, c'est quand même sacrément pervers. C'est-à-dire que vous mettez votre argent et on l'a vu il y a quelques mois, années, avec le début, la crise grecque, Grec, ouais. etc. On commençait à se dire, oh là là, ça sent mauvais, nos économies, est-ce qu'un jour, parce que les premières banques qui ont commencé à faire un peu faillite aux États-Unis, pareil et tout, commençaient à se dire, oh là là, qu'est-ce que ça va se faire si le Crédit Agricole aujourd'hui, il peut plus s'il a plus notre argent, comment est-ce qu'on fait? Solvable, finalement. Voilà, comment est-ce qu'on fait? Alors, bien sûr, les États sont toujours derrière, mais il y en a qui commencent à remettre en question ça. Donc, c'est une question très, très importante. Et Maxime a coutume de dire que les réformes que mène le gouvernement sont finalement ridicules à côté des grands enjeux. Effectivement, là, on est en face d'un grand enjeu. C'est comment, aujourd'hui, d'un côté, effectivement, assurer que... Enfin, l'État se doit finalement d'assurer que ceux qui ont leur argent dans la banque seront capables de le récupérer. Les banques en elles-mêmes, quand elles font faillite, bah, malheureusement, il est trop tard, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus payer. Et donc, même, on aurait beau y mettre tous les dividendes des actionnaires, ce serait trop tard parce qu'évidemment, ils ne pourraient pas tout couvrir. Donc, la grande question, c'est que doit-on faire? Parce qu'aujourd'hui, les banques savent qu'elles vont être sauvées par l'État. Bah, c'est mon système de tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, on sait que... Sauf donc, la finalement, deuxième qui est sacrifiée, finalement. oui, mais elle va être... Enfin, elle n'est pas sauvée, la banque, on est d'accord, mais l'épargne des gens est sauvée quand même. Une partie. Il y a 4,2 milliards qui vont finalement. Ah bah c'est passer encore aux pire. oubliettes. Alors là, effectivement, on est dans un drame catastrophique. Là, c'est n'importe quoi. Je crois que Alors, Précisons la peut-être. quantité d'argent Oui. qu'il faudra récupérer, c'est 6 à 7 milliards, je crois, quelque chose comme ça. Juste préciser alors sur la. Mais là encore, on a des banques Si tu- énormes. Si tu veux bien que Oui. je Attends, précise, ouais. au niveau de la Laiki Bank, donc elle est mise en faillite. Au niveau des pertes pour les gros déposants, les actionnaires, tous ceux qui possèdent les dividendes, etc., on est à 4,2 milliards de pertes. Et la contrepartie, c'est que les petits épargnants, les personnes lambda, finalement, sont protégés. Attends, Et leurs biens, il faut être plus juste précis que ça. leurs Attends, je biens voudrais juste dire un truc. seront Il faut être plus précis que ça. déplacés vers la Bank of Cyprus. Oui, mais ce qui est important aussi de dire, c'est voilà, on a des grosses banques et donc quand elles font faillite ou quand il y a un problème, ce sont des milliers, millions, je sais pas, j'en sais rien, de personnes qui sont concernées. Alors que si on avait des banques, excusez, encore une fois, plus locales, plus petites, à échelle humaine, bon bah quand il y en a une qui fait faillite, on l'aide, mais au moins il y a, je sais pas, moi je ne pourrais pas donner de nom, mais de nombre, mais admettons il y a, 10 000 personnes qui ont un problème. Aujourd'hui, une banque française, une des grandes banques françaises qui fait faillite, ça donne quoi? Oui, Il y a quoi? Il y a une dizaine de grandes banques? Ah bah, il y a tous les œufs dans le même panier. quoi. allons diviser 65 millions par une dizaine de banques, hein. Ça fait ça fait des problèmes. Alors que si vous avez des choses plus locales, bon bah voilà. Pareil pour les entreprises. Quand les entreprises font des plans de restructuration, quand ce sont des plus petites entreprises, ça fait moins mal que quand ce sont des grandes entreprises. Alors, Oui, bah je là, voulais bah, faire une précision par rapport. Oui, bah en fait, là cette Nico banque. il est déchaîné, il dit plein de trucs et donc j'ai plein de choses sur lesquelles je veux revenir. Je pourrais pas tout dire. Mais déjà, sur la dernière chose qu'il vient de dire, c'est vrai qu'il faudrait revenir à des économies plus locales, à échelle humaine. Je pense même que j'ai souvent cette expression-là. Déjà, effectivement, pour le jour où il y a quelque chose qui s'effondre, tous les œufs ne soient pas dans le même panier, quoi. Alors que là, voilà, il y a une grande banque qui tombe, il y a tellement d'épargnants et tout que c'est d'un coup, je sais pas, un gros pourcentage de la population qui tombe avec,
avec, quoi. Donc c'est bon. Surtout qu'en plus tout est interconnecté, donc il y a un domino qui tombe, tout tombe derrière. Et donc oui, la précision que je voulais apporter, c'est quand même, j'ai oublié de dire, parce que donc on vient de parler de la manière dont ils s'y prennent pour récupérer l'argent. Hein, donc voilà, il y a de l'argent dans l'épargne, on a décidé qu'on allait la prendre directement et on ferme les banques pour que les gens puissent pas récupérer leur argent, qui est le leur, c'est leur propriété. Oui, Mais c'est ça, c'est horrible. on veut pas qu'ils la récupèrent. Mais c'est aussi, donc du coup, le prélèvement, c'est à hauteur de combien? Parce qu'on pourrait se dire, bon, ils prennent combien? Ils prennent peut-être, je sais pas, 0,5%, ils prennent peut-être 1%, 2%. Vous savez combien ils prennent? 1%, c'est déjà énorme. Quand on a 20 000 euros, ça fait C'est beaucoup. déjà hein. énorme. Donc en fait, quand tu disais tout à l'heure, Hugo, qu'ils allaient prendre que sur les gros épargnants, en fait, il y a un seuil qui est fixé, c'est 100 000 euros de dépôt. Voilà. Si tu as moins de 100 000 euros, théoriquement, tu n'es pas concerné par cette ponction d'argent. Si tu as plus de 100 000 euros, ils prennent 30%. C'est 30% le chiffre. C'est ça que j'ai oublié de préciser, que quand même, voilà, t'as 100 000 euros, t'as 30 000 euros qui partent. C'est ça, hein. Il faut... Non, et puis il y a ceux qui en ont profité avec des dividendes, mais il y a aussi ceux qui ont accumulé tout au long de leur vie. Oui, voilà, c'est Parce que ça. 100 000 euros, excusez-moi de Tu le dire, mets mais de c'est pas côté. grand-chose quand on est dans l'Union Européenne. Tu Enfin, pas tous les pays, mais en France, 100 000 euros, c'est finalement pas grand-chose. Ça peut concerner énormément de personnes et des gens qui ont accumulé. Il suffit d'avoir 60 aujourd'hui, d'avoir épargné toute sa vie pour avoir ces 100 000 euros. C'est pas les certain. plus grands privilégiés. Et d'ailleurs, alors il faudrait que je retrouve l'article. Mais je sais aussi qu'à Chypre, il y a eu un délit d'initié. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont su qu'il allait avoir ce projet de ponction là. Et il y a eu une fuite d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens d'un coup qui ont transféré leur argent ailleurs. Donc c'est-à-dire que les plus gros privilégiés, ils ont été informés de ces trucs-là. Ils ont pu le réseau contourner. social, hein. Voilà. Et du coup, c'est vraiment que les plus modestes, je pense, même si c'est vrai que 100 000 euros, c'est déjà une somme, mais dans ces 100 000 euros et dans ces épargnants, disons, les moins pauvres, c'est quand même les plus modestes qui sont attaqués. C'est toujours les mêmes qui sont pris dans la tenaille. Alors, donc ce n'est pas l'Europe des peuples, c'est pas l'Europe des nations, c'est l'Europe des banques, c'est l'Europe des puissants. Et c'est pour ça, hein, quand tu dis que l'Union Européenne, c'est ceux qui sont élus par le peuple. Je veux dire, le peuple, pour moi, n'a aucun pouvoir dans l'Union Européenne. Et là, on le voit. On voit que c'est pas l'Europe qui est défendue. C'est pas L'Europe est l'Europe des lobbies. c'est pas les Chypriotes, c'est pas le peuple chypriote qui veut ça. C'est pas le peuple français, c'est pas le peuple allemand. Il y a aucun peuple qui veut ce qui se passe là. Il n'y a pas de démocratie dans l'Union Européenne. C'est le contraire, c'est l'antidémocratie. Mais c'est les puissances d'argent qui sont... Tout à l'heure, tu parlais de responsables. Donc, qui sont les responsables? Bah, c'est les puissances d'argent, ce sont elles qui tiennent le monde aujourd'hui. Alors, c'est un discours qui est un petit peu caricatural, on me dira, mais en fait, il faut voir, c'est historique, de quelle manière, en fait, il y a eu une opposition entre le pouvoir politique et le pouvoir financier, économique, et de voir progressivement comment, en gros, depuis De Gaulle, le pouvoir financier a pris le pas sur le pouvoir politique. J'ai souvent dit que... à l'échelle de l'Europe, donc... Oui, mais il faut voir comment déjà à l'échelle des pays ça a pu se faire, parce que l'Union Européenne, ça a été initié par des pays comme la France. Voilà, faut voir ce que De Gaulle pensait de l'Union Européenne. Hein, mais tout de suite, dès qu'il est mort, le Royaume-Uni, qui était vu comme le cheval de Troie des États-Unis, est rentré. Quand Pompidou est arrivé président de la République, Pompidou, il faut toujours le rappeler, était un ancien de chez Rothschild. Donc c'était un banquier. Il a fait voter cette loi Pompidou-Giscard qui a interdit à la France de battre monnaie. Ça déjà, c'était dans la frise historique, là, quand on veut essayer de voir à quel moment le pouvoir économique a pris le pouvoir sur le pouvoir politique. C'est déjà cette loi de Pompidou-Giscard 73. Là, à partir de là, la politique est soumise au marché financier. Voilà. Après, il y a l'Union européenne qui a été complètement sponsorisée par les grandes firmes transnationales. Parce que quels intérêts elles ont, elles à l'ouverture des frontières, etc., c'est justement de pouvoir étendre leur marché, justement fusionner avec des petits artisans locaux, des petites PME pour les engloutir, ce qui fait que ça donne la situation que tu déplorais, hein, Nicolas. Donc finalement, ça donne des gros qui mangent les petits, et donc tous les petits n'ont aucune chance d'entrer en concurrence. Donc en fait, c'est une domination accrue de ces puissances-là, qui ont plus le marché s'ouvre, plus elles y gagnent. Donc l'Union Européenne, c'est génial, c'est l'ouverture, on fait tomber toutes les frontières, c'est l'homogénéisation de toutes les normes, c'est formidable, c'est l'Europe du libéralisme. Mais on veut nous faire croire que c'est pour la paix, pour le truc. On voit bien effectivement toutes les émeutes qui en ce moment, des climats qui ressemblent de plus en plus à de la guerre civile, les gens qui s'immolent, franchement, je suis pas...
c'est pas que ça me fait plaisir de dire ça, mais ça n'est que le début. Je pense que ça va être de pire en pire. Tu vois ça comment finalement sur le... Moi, sur le long terme, je pense que ce qui se passe en Grèce, ça risque d'arriver en France. Alors, ça se traduirait peut-être pas de la même manière. Voilà, je sais en fait, grosso modo, quels sont les problèmes. Donc, on a des problèmes de dette qu'il faut résorber, sauf qu'on voit pas comment on peut faire, puisque au moment où on arrive à rembourser, disons, je sais pas moi, disons qu'on a une dette de 100 francs, on rembourse 10 francs. On a déjà la dette qui a augmenté, qui a été multipliée par 3. Donc c'est dérisoire. En fait, la dette, c'est devenu un truc. On ne peut pas rembourser cette dette, même avec la création monétaire. Enfin, vraiment, je vois pas d'issue. Je vois pas comment on est dans une chute, comme je disais au départ. Je vois pas ce qui peut freiner cette chute. Nicolas? Après, on peut pas savoir ce qui va se passer en France, même si effectivement, depuis quelques années, on semble. Alors après, il faut faire attention au discours médiatique puisqu'on est dedans là. Mais attention, on est en train de se rendre compte tout d'un coup que le monde est mauvais depuis la crise de 2008. Enfin, depuis ce qu'on appelle la crise de 2008, les subprimes et compagnie, la dérive financière, comme si avant on n'était pas au courant. Et bon, je sais pas du tout dans quel sens ça y va. Et puis on est dedans, donc voilà, c'est comme si en 39-45, on avait dit ce qui se passait après la guerre, alors que ça n'avait pas encore eu lieu. Donc bon, on est en plein dedans, c'est difficile de faire une analyse. Pourtant, aujourd'hui, on est dans le monde du tout médiatique, où tout de suite, chacun va dire sur Twitter ce qu'il en pense. Et puis, en même temps, les médias vont agir, et puis ça va être repris très vite, radio, télévision, presse, écrite et sur Internet. Voilà. Donc bon, c'est un peu compliqué. Je voulais dire tout à l'heure, effectivement, quand on a commencé un peu le débat, on avait parlé paradis fiscal le paradis fiscal de Chypre. C'est vrai que quand au premier abord, quand on voit Chypre, voilà. Chypre est en faillite ou je sais pas quoi, enfin non pas le pays, mais ça va pas du tout à Chypre, etc. On a envie de se dire comme quoi les paradis fiscaux eux-mêmes ne sont pas épargnés. Et dans un autre sens, on se dit enfin peut-être qu'on va le démanteler. Derrière, il y a le drame humain qu'on connaît, c'est-à-dire une semaine, je sais plus, une semaine sans distributeur, enfin sans argent, on pouvait récupérer 100 euros, mais enfin il fallait faire des queues abominables, on n'avait pas accès vraiment à ses comptes, etc. 10 jours de fermeture. 10 jours, Non, voilà. Il y a eu 12 jours, je crois. 12, ouais, c'est ça. Enfin, 10, peu importe, 12 jours, mais ça dépend peut-être des maintenant, banques. ils autorisent des. Et puis maintenant. 300 euros, là. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils plafonnent, mais vraiment à des Maintenant, montants. les retraits et les virements sont limités. Voilà, donc imagine le restaurateur du coin qui doit payer ses salariés, qui doit acheter, faire des commandes à ses fournisseurs et tout, et il peut pas dépasser plus de 300 euros par jour au truc. Remarque, les salariés, Il met la clé sous les la salariés n'ont pas pu non plus retirer leur argent, donc ils en ont peut-être pas besoin. Non, Ouais, excusez-moi. mais c'est pas- ça paralyse complètement toute mais bien l'économie. sûr. Alors voilà, en plus, ça n'alimente plus l'économie, Voilà, donc ce qui fait qu'on est dans un système voilà. pervers, c'est-à-dire Voilà. qu'on continue de se foutre dans la merde. C'est aussi pour ça que je pas mal pense comme que je système. vois l'avenir sombre. C'est aussi pour ça, c'est que dans le même temps qu'en fait disons la dette grandit, toutes les forces qui pourraient nous permettre de résorber la dette, c'est-à-dire de création de richesse, elles s'amoindrissent en même temps. Donc on a un double phénomène qui se conjugue et qui en fait nous met deux fois plus fort la tête vers le bas, quoi. Parce que là, c'est la croissance, c'est le plein emploi, tout ça qui pourrait à la rigueur nous faire renouer avec une certaine prospérité, on pourrait dégager des richesses, sauf qu'on voit que c'est pas du tout ça qui se passe, c'est qu'au contraire. Et là, voilà, les derniers chiffres là, de Hollande, hier, on a vu qu'en fait, non, le chômage continue d'augmenter. Il y a des difficultés de plus en plus grandes pour trouver un emploi. Il y a de moins en moins de prestations sociales, ce genre de choses, quoi. Pour moi, simple étudiant que je suis, et même pas en économie, il y a un problème dans ton discours qui consiste à parler finalement de la croissance. Ouais. Personnellement, je trouve ça tellement absurde qu'on soit dans une obligation de croissance. Oui, non, c'est vrai. Et je pense que tu es assez d'accord avec cette idée, enfin, pas forcément tout, mais qu'au bout d'un moment, on nous dise, oui, alors voilà, pour que ça redémarre, il faudrait de la croissance. Non, mais... Donc ça veut dire qu'on est dans un monde où perpétuellement, on est donc dans la compétitivité, hein, je veux dire, voilà. Non, mais je vois ce que tu veux dire. On est dans la croissance, c'est-à-dire le fait que on doit toujours faire mieux, et finalement, au bout d'un moment, on sait que ça va pas être possible, notamment parce qu'aujourd'hui, ce qui apporte beaucoup de croissance, c'est l'histoire du pétrole et compagnie, et que de toute façon, c'est une ressource qui n'est pas inépuisable. Et voilà. Et donc, je pense que ce serait le bon moment, effectivement, pour déjà
remettre en question cette idée de croissance. Non, Parce mais- que pourquoi aujourd'hui on dit le truc le pire, bon, avec le chômage, dans les chiffres qu'on nous donne, les pires chiffres sont le chômage et sont ah mais oui, mais alors vous voyez, ça va être une nouvelle année de récession ou alors il y aura pas de croissance ou ce sera une croissance nulle ou je ne sais Non, quoi. il faut voir un truc, c'est que Le effectivement, mythe de la croissance, ça moi la suffit. croissance, j'ai déjà dit ici, je crois qu'on peut pas faire la croissance illimitée avec des ressources limitées. Tu parlais du pétrole, c'est ça. Je veux dire, la Terre a des ressources limitées, on peut pas faire une croissance illimitée, c'est pas possible. Donc moi effectivement, Et puis même c'est malsain, même si c'était je suis illimité. d'accord. Simplement, en fait, je parle avec le vocabulaire du système. C'est-à-dire que le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est par la croissance qu'il dégage de la richesse. Alors, effectivement, c'est un point qu'on peut contester, avec lequel on n'est pas forcément d'accord. Et je suis le premier à pas en être d'accord. Simplement, ça marche comme ça pour l'instant. Et si on veut, dans nos systèmes tels qu'ils fonctionnent maintenant, remettre de l'essence dans la machine, l'essence, c'est la croissance. C'est-à-dire, c'est le fait de dégager de la richesse par le travail. Et pour qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait de l'emploi. Ou alors c'est Donc la c'est ça. consommation. Maintenant, je suis complètement alors, d'accord avec c'est pas toi. forcément la Et croissance. effectivement, du coup, on en arrive sur des choses sur lesquelles on a déjà parlé dans ces émissions, qui est le survivalisme et tout ça. C'est se dire que finalement, le système va s'effondrer. On peut voir ça comme une catastrophe et tout, mais aussi comme une chance, justement, de construire un monde de demain qui soit construit sur des bases beaucoup plus saines. Où effectivement, on produit ce dont on a besoin. On arrête avec ces lois du profit qui consistent à dire que Mais tu Bah, penses que ça chaque- va arriver, ça? je le souhaite, je sais pas. Je pense que moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de. Non, mais tu souhaites que tout explose pour qu'on puisse recommencer? Non, c'est pas que je souhaite que tout explose. Je pense que tout va exploser, c'est comme ça. Je le souhaite pas, mais simplement, je pense qu'il faut se Tu rendre à le sens, en l'évidence. tout cas. Et voilà, oui, enfin, je le sens. Plus que ça, même, il y a des choses, c'est arithmétique à un moment donné. Hein, voilà, c'est des chiffres. Tu vois bien qu'on gagne pas assez d'argent. Il y a trop. Tu es à la tête d'une entreprise et tu gères la comptabilité. Tu vois qu'à chaque mois, il y a plus de dépenses et il y a moins en moins de recettes. Tu sais que tu vas pas pouvoir continuer très longtemps, quoi. Donc, il y a une logique. Maintenant, moi, ce que j'espère, c'est effectivement que demain, je crois qu'on est à la fin d'un cycle, dans le nouveau cycle, les choses soient construites sur des bases plus saines, comme je disais, qu'on ait, voilà, un être humain, ça a besoin de quoi pour vivre? Ça a besoin de manger, donc ça serait de l'agriculture. On a besoin de se protéger, donc d'avoir un abri, ça serait les métiers du bâtiment. Après, voilà, de la culture, des livres, enfin, je veux dire. Je pense qu'il va falloir recréer une société un peu plus élémentaire, un peu plus simple, moins complexe. Et c'est déjà, il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, par exemple, l'année prochaine, je vais faire un CAP de charpente pour apprendre le métier de charpentier. Pourtant, j'ai déjà des diplômes niveau bac+3 et tout, qui pourraient me permettre d'avoir un boulot. Mais voilà, j'essaie de me rapprocher de gens qui ont des vrais savoir-faire, des vrais métiers, parce que je pense que ce seront ces métiers-là qui seront valorisés demain. Je veux dire, le mec qui sera trader, on n'en aura rien à foutre. Même les avocats, bon voilà, faudra être médecin, faudra être prof, même pourquoi pas, je veux dire enseignant, faudra avoir des capacités de pédagogie. Voilà. Maxime qui sort là des noms de métiers qui sont malheureusement aujourd'hui dévalorisés. Le métier de Ouais. médecin, bon, à moins que vous soyez en ville, les médecins dans le monde rural de moins en moins. Parce qu'ils ont affaire aussi à des situations difficiles. Les professeurs, c'est un métier qui depuis une dizaine d'années était dénigré. Je pense que le personnage de Nicolas Sarkozy et ses sbires n'y est pas pour rien. Donc voilà. Et effectivement, on a perdu ces métiers. C'est les métiers en fait les plus Des essentiels. métiers. Voilà. Aujourd'hui, Il faut voir la pyramide de Maslow. Aujourd'hui, effectivement, le métier d'enseignant qui consiste, enfin, d'enseignant, de professeur des écoles, et puis encore, enfin voilà, l'école maternelle, c'est quand même l'endroit où on éduque, ou en tout cas en collaboration avec les parents, et parfois même plus que les parents, puisqu'il y a parfois des manquements de ce côté-là. Donc voilà, alors après, il y a tout le discours qui est un peu critique envers l'école de la République, puisque forcément, elle Ouais. crée des pions pour la République. Ouais, ouais. Mais il y a quand même Une transmission de savoir des à faire. respects. Non, et puis oui, et puis des normes de respect qui sont transmises. Le fait de dire bonjour quand on arrive, de dire au revoir quand on parle, de demander les choses avec un s'il vous plaît, de dire merci à la fin. Tout ça, c'est transmis Non, mais théoriquement ça peut être par fait par la l'école. famille, ça part. Non, moi je Oui, pense que c'est mais plutôt malheureusement, la morale. est plus- c'est- non. Pour moi, la morale, c'est la famille. Alors, Mon Nicolas, discours consiste à dire que malheureusement, si ce n'est pas inculqué dans le cadre de la famille, ça l'est quand même à l'école, et que c'est donc un bon départ. Mmh. Voilà, c'est ce que je voulais Ouais. dire. Après, je vois qu'il y a beaucoup de réseaux qui s'organisent
Moi, je suis membre d'Égalité et Réconciliation, et là, j'entendais dans une conférence Alain Soral parler peut-être de création d'une banque. Voilà, pourquoi pas, avec l'argent dégagé par la vente de livres, parler peut-être des conférences, des trucs. Enfin, essayer de voir. Il a déjà aidé certaines entreprises à se développer, comme une entreprise qui s'appelle Au Bon Sens, où ils vendent des produits français et tous écologiques. Enfin, vraiment des produits de qualité. Voilà, pourquoi pas effectivement commencer à créer des réseaux de solidarité parallèles. C'est-à-dire, on sait qu'on ne peut pas combattre le système frontalement, Donc faire à petites échelles. mais faire voilà, chacun à son niveau, essayer de se rendre autonome. Je pense que chacun à son niveau, c'est une sorte de formation qu'il peut faire lui-même. Savoir planter des carottes, savoir planter des salades, voilà, pour savoir se rendre autonome du point de vue de la nourriture, savoir comment ça fonctionne. Ça fait très paysage de Pourquoi secte pas, quand même. Hein. pourquoi pas. C'est très sectaire comme idée. Hein. Je vois vraiment Ça fait pas. très secte, tu sais, dans la petite ferme où on emprisonne les moi- gens. moi, quand- Attention, je dis juste attention à ce qu'on n'en arrive pas dans Non, mais des attends, moi je situations. vois, j'ai où on- travaillé chez France Télécom, je peux dire la secte elle est là, hein. On te sort les valeurs, oui, coopération, machin, comme ça, esprit d'équipe, truc, et puis les gens se suicident. Hein. Je pense que là ce que je suis en train de dire, ça n'a rien à voir avec la secte, c'est chacun à son niveau pour développer pour gagner en autonomie. Je dis pas, voilà, se regrouper en truc. Enfin, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Mais je pense que ça serait positif pour tout le monde d'avoir, voilà, son petit lopin de terre, pourquoi pas, d'avoir, voilà, si on a un peu d'argent, le laisser dans les banques pour se le faire taxer, bah, voilà, investir dans un petit terrain, avoir son petit lopin de terre où on peut cultiver ses carottes, ses tomates, etc. Pourquoi pas même, je sais qu'il y en a qui font ça, avoir des lapins ou trucs pour avoir de l'autonomie au niveau de la viande, parce qu'en fait, les lapins, ça prend pas beaucoup de place, ça coûte pas très cher à entretenir. On peut, et c'est un grand rendement, c'est-à-dire on peut avoir beaucoup de la pro. C'est tout ça, voilà. Savoir réparer, je sais pas, si on a une fuite de toit, savoir réparer sa plomberie, son truc, savoir à peu près cuisiner, savoir se défendre aussi physiquement. Je pense que c'est des compétences, des aptitudes qui seront très utiles dans le monde de demain qui arrive. Et voilà, ce qui se passe à Chypre montre qu'effectivement ça s'accélère et qu'on s'en rapproche. Et sinon, on pourrait pas peut-être annuler toutes les dettes? Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens quand même qui ont prêté de l'argent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je veux bien, je te prête 100 euros, tu me dis je peux pas rembourser, on annule la dette. Ouais, mais moi, ça m'arrange Et pas. puis annuler les dettes, malheureusement, ça revient à jouer le jeu de ce qui s'est passé. Moi, je crois que ça peut être dangereux et ça peut créer des tensions diplomatiques même entre pays, quoi. Mais ça, je pense que ça peut arriver, effectivement. Ça a déjà existé, Ça s'appelle donc. des haircuts. Effectivement, on sait qu'il y a déjà eu des trucs comme ça, voilà, où on dit bon, bah voilà, t'as tant de Normalement, dettes. On sait que les pays africains, par exemple, c'est ce qu'on a fait. Voilà, les PPTE, les pays pauvres très endettés qui ont vu C'est, une partie de leurs dettes. Moi, je pense que C'est déjà, vrai. c'est ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire, bon, par exemple, toute la dette, tous les intérêts qu'on doit payer en banque, déjà, leur dire non, bah non, c'est de l'argent qui est créé à partir de rien, c'est de l'usure, donc c'est des taux d'intérêt. L'argent que je vais te donner, toi, t'as fait quoi? Quel est ton travail? Normalement, l'argent doit être lié à du travail. C'est une richesse. Donc, c'est le travail qui produit la richesse. Or, l'usure, c'est de l'argent créé à partir de rien, à partir du néant. C'est d'ailleurs pour ça que les religions, elles sont contre l'usure. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut créer à partir du néant. Mais bon, c'est une petite parenthèse religieuse. Mais c'est pour dire voilà, que normalement, l'argent doit être la traduction du travail que l'on fait. Les banques, elles ne travaillent pas, ce sont des parasites en fait. Elles font que garder l'argent, et d'ailleurs on voit la Et qualité. parfois de quelle manière. Voilà, Oh là là. on voit bien qu'elles ne Et protègent ne pas serait-ce que l'argent. dans le rapport humain, c'est-à-dire que bon, on a ces grands mécanismes qu'on évoque avec Chypre, etc. Et puis avec la décadence des banques depuis 2008, enfin dont on parle depuis 2008. Mais il faut voir aussi parfois comment est-ce qu'elles vous accueillent. Bon, outre l'image du banquier pas sympa et qui vous fait pas confiance dans les temps difficiles, etc. Alors qu'il vous accueille avec le sourire quand tout va bien. Il y a aussi, enfin je veux dire, ils ont votre argent, mais enfin déjà une banque, enfin voilà, Moi, par ils sont contre, pas j'aime- arrangeants, pourquoi- ils ont parfois des c'est pas et puis c'est compliqué, c'est-à-dire que il faudrait des signatures de certaines personnes exactement, il faut enfin c'est votre argent. Moi, Et je on fais- je passe fais bon quand- alors je fais c'est quand même la différence. c'est sécuritaire mais Je fais quand même la différence entre le petit banquier que tu vas voir, ton petit conseiller, qui lui, à mon avis, en fait, non mais qui est victime des mécanismes voilà, de sa c'est-à-dire banque. qu'en fait, je crois qu'en Attention, fait, nous sommes tous les deux victimes. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que j'aimerais, ce serait une solidarisation qui pourrait se faire entre voilà, nous et les petits employés de banque, parce que les petits employés de banque, ils vont subir de la même manière que nous. Bah, évidemment, en fait, ils subissent les mêmes ont la enculés. même, Et on subit tous les mêmes enculés, sauf que eux, ils les subissent de l'intérieur et nous de l'extérieur. Eux, en plus, ils ont une pression de la part de leurs supérieurs qui leur demandent de faire du chiffre.
Alors que normalement, un banquier, voilà, il est pas là, il est là dans l'intérêt de Oui, son c'est un client. service public. Voilà, oui, normalement. Bah, d'ailleurs, voilà, je veux dire, la Poste, tout ça, il y avait une certaine proximité. Et puis d'ailleurs, ça rapportait de l'argent. Bah, d'ailleurs, comme France Télécom et tout. Mais bon, c'est des choses. On a préféré privatiser. Hein, c'est-à-dire qu'on privatise les profits. Et on nationalise les dettes, puisque les banques, quand elles font faillite, c'est nous qui devons nous en occuper. Justement, tu parlais. Et ça, c'est l'Union européenne qui favorise ça, Je, d'ailleurs. je reprends ton mot d'enculé, ça se rapproche peut-être du terme Utilisé, repris du moins par Jean-Luc Mélenchon, Oui. utilisé par François Delapierre, un de ses conseillers, qui parle des 17 salopard de l'Europe pour parler des 17 responsables de l'euro. Ouais, mais là, c'est Mélenchon le salopard. Parce que Mélenchon, il a quand même voté Maastricht. Moi, ça, c'est un truc. Mélenchon, dès le départ, j'avais dit. Tu te rappelles, quand on avait parlé de la campagne présidentielle, j'avais dit à quoi servait Mélenchon. J'ai dit Mélenchon, c'est un faux rebelle qui est là parce qu'il sait bien parler, il a quand même un certain talent. Donc, en fait, il est là pour capter tous les gens en colère, pour qu'ils n'aillent pas vers le Front National, par exemple. Et puis, une fois qu'il aura ameuté autour de lui tout un tas de gens en colère, légitimement, c'est normal que les gens soient en colère, et ben il ira rameuter, il ramènera tout le troupeau dans le chemin, dans le troupeau, dans les clous, quoi. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Il a fait tout son petit numéro sur les banques, la finance, blablabla, blablabla. Et puis, il savait très bien qu'il n'allait pas être élu dès le premier tour. Et il a tout de suite fait, après le premier tour, il a appelé à voter Hollande. Donc, pour toi, là, ça change rien. Mais, il est toujours voilà, dans la même posture. Mais pour moi, Mélenchon, c'est vraiment un dangereux personnage de qui il faut vraiment se méfier. C'est un type qui a été sénateur pendant je sais pas combien de temps au Parti Socialiste pendant 30 ans, mais vous croyez quoi? Que c'est du jour au lendemain, Nicolas Mon regard a légèrement changé. C'est vrai, bon, j'ai jamais été un fan de Jean-Luc Mélenchon parce que le personnage n'est pas attirant et n'est pas attirant. Hein, j'ai pas dit que ce n'est pas un tyran. Hein, j'ai dit il n'est pas attirant. J'ai eu Il y a un jeu de mots hein. qui se cache. Mais voilà. Et je trouve que depuis sa défaite à l'élection présidentielle puis aux législatives, il est mauvais, ce mec. Il est mauvais. Il fait des sorties médiatiques pour faire des sorties médiatiques. C'est-à-dire que je préfère entendre les gens du même parti que lui que de l'entendre lui. Parce que, bon, alors là, en l'occurrence, c'est pas lui qui a parlé en premier. De son parti, on n'entend que lui. Oui, mais enfin, des fois, là, par exemple, c'est pas lui qui avait sorti la phrase. Ouais, mais justement, peut-être qu'on peut revenir sur la phrase. Ouais, mais attends. La fameuse phrase de Jean-Luc Ouais. Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que ça fait un an là qu'il nous sort des trucs, mais c'est énorme quoi. Et il se fait voir. Justement, donc, cette sortie-là, ouais. il dit c'est au comportement, en qualifiant l'action de Pierre Moscovici, qui est ministre de l'économie. de l'économie et des finances. vice-président du cercle de l'industrie. Voilà. Donc il qualifie son comportement de quelqu'un qui ne pense plus en français, mais qui pense dans la langue de la finance internationale. Là, c'est encore une sortie exubérante ou c'est quelque chose finalement qui est vrai, qu'il pense sincèrement. Mais non, mais il a encore. non, c'est mais la alors, même logique. Nicolas, En gros, il définit le poste de ministre de l'économie d'un gouvernement aujourd'hui en France. Voilà, bon, c'est forcément être avec les grands de la finance internationale, etc. Et comme je pense le pense Maxime, effectivement, Pierre Moscovici, que je ne connais pas particulièrement, a l'air d'être dans des cercles d'industrie, donc il doit être dans des cercles de finance internationale et ça ne doit pas lui poser de problème. Voilà, il a le droit. Il a beau être de gauche, il a le droit de penser ce qu'il veut. Maintenant, moi, ce que je critique, c'est les sorties exagérées de Jean-Luc Mélenchon. mais sur le fond. Sur le fond, Jean-Luc Mélenchon souligne un truc dont j'en ai rien à faire. Enfin voilà, je veux dire, bon, Pierre Moscovici, je le connais pas. Peut-être qu'il est trop pro-international et libéral, etc. Bon, maintenant, c'est pas forcément la doctrine du PS, mais bon, moi, je considère que quelqu'un qui est dans un parti politique n'adhère pas forcément entièrement à la ligne du parti. Bon, mais ça c'est parce que je considère qu'on peut pas tous être, sinon on serait tous pareils, donc c'est pas possible. Donc à partir du moment où je considère que c'est pas possible, je trouve que c'est une aberration de considérer que c'est le cas. Maxime. Voilà. Mélenchon, pour moi, il est tout à fait dans son rôle. Il est dans le cirque, il est dans le théâtre. Il est là pour. Effectivement, on a besoin de lui parce qu'on sait que dans le peuple, là, il y a une colère qui gronde. Et donc, à chaque fois, c'est Mélenchon, allez, viens, sors une petite sortie pour que les gens s'identifient à toi et qu'ils se disent quand même que d'une certaine manière, ils sont représentés dans les hautes sphères. Voilà. Mais bon, Mélenchon, voilà, on sait bien. Il a voté Maastricht.
Il Oui, est mais député. ça c'était il y a 20 ans, hein. Peut-être que Et voilà, il y alors, avait, il y et avait d'autres. alors, Non, il non, reproche mais faut arrêter. lui-même, Mélenchon reproche à d'autres personnes d'avoir justement voté, d'avoir été à l'origine de l'Union européenne. Il peut pas aujourd'hui, enfin, il devrait se faire discret, ou alors devrait dire bon, un mea culpa, ouais, c'est vrai, j'ai voté Maastricht, mais je regrette depuis. Il a jamais fait ça. Non, pour moi, c'est un fourbe, c'est un fourbe. Euh, Par rapport à tout son discours. L'alliance objective qu'il aurait dû faire, c'était avec le Front National, c'était pas avec Hollande. Voilà. Il y avait sur le plan économique tellement de points communs, c'était sûrement pas avec Hollande qu'il allait aller. Lui qui est si anti-européen, pourquoi il appelle à voter Hollande quand on sait qu'Hollande, c'est vraiment un parti européiste à fond? C'est pas normal. Et puis, lui qui est là à critiquer Surtout tout le capitalisme et tout, il a pas fait, lui. C'est le Moi, discours de Mélenchon qui se. non mais attends, C'est durci, au attendez, niveau de ils ont l'Europe, pas hein. fait ce travail-là. Moi je l'avais vu, hein, je l'avais dit à la radio, j'avais donné le nom de tous les conseillers de Hollande, de tous les réseaux qui l'appuyaient, et j'avais dit c'est pas possible qu'il soit socialiste. Et j'avais dit ça avant qu'il soit élu. Et j'avais dit déjà que Moscovici, qui était en plus à ce moment-là, je crois, son patron de campagne, son directeur de, je sais plus quoi, enfin Oui. celui qui gère la campagne, j'ai dit voilà, il est président du cercle de l'industrie. Donc c'est un lobby qui défend les intérêts des entreprises du CAC 40. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec un gouvernement socialiste? Et donc, en fait, Mélenchon, c'est ce qu'il dit, mais il le dit maintenant. Il l'a pas dit au moment où il a appelé à voter les gens pour lui. Il n'avait pas vu qu'il était qu'il était vice-président du cercle de l'industrie. Il l'avait pas vu à ce moment-là. Pourtant, il a bien appelé les gens à voter Hollande. Donc c'est un menteur, c'est un fourbe. Et ça, voilà, moi si j'ai pu faire ce travail, si j'ai pu le voir, si j'ai pu voir les noms, et si j'ai pu voir que tous les gens qui entouraient Hollande étaient à la fois, se disaient socialistes, mais en même temps travaillaient dans les banques, non, là, il y a un problème il y a un problème de conflit d'intérêts, c'est pas possible. Alors messieurs, voilà la fin du débat qui arrive. Peut-être un mot pour conclure ce débat finalement assez lourd, on l'a dit, qui a très largement débordé de son vase. Quel mot pourrait conclure ce débat autour de la finance, du monde de l'économie peut-être un appel, Enfin, une ouverture. le problème, c'est que effectivement, bon, bah, c'est comme à chaque fois qu'il y a une question sur l'avenir, on ne sait pas comment ça va continuer, comment ça va avancer. Euh, pour relier un petit peu peut-être à la politique du gouvernement, mais bon, je me risque peut-être à des conclusions hâtives. Je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu la mesure de ce qui se passe. On ne serait pas amusé à en parler, ou alors c'est l'emballement médiatique qui a fait ça, mais voilà, depuis la fin du quinquennat Sarkozy, on entend parler de réduction des dépenses publiques. Avec François Hollande, c'est pareil, on commence à parler de réduction du déficit. Bon, ce sont des choses quand même nouvelles. Enfin, nouvelles, parce que vous me direz, le déficit avant, il n'était pas aussi important. Mais bon, maintenant qu'on l'a bien creusé, on se dit, il faudrait peut-être le résorber un peu. Et c'est pareil sur la finance, donc on commence à mettre des mesures. Alors, Maxime dirait peut-être des mesurettes. On ne sait pas encore comment est-ce qu'elles vont agir, donc on ne sait pas encore quels vont être leurs impacts. Tu veux Je dire, pense que du c'est là. gouvernement socialiste, tu veux dire? Je parle de ce qui se met en place sans nommer les personnes, que ce soit à toutes les échelles. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de mettre en place des choses, on va voir. Je pense qu'effectivement, il faut s'attaquer à la racine. La racine, c'est la dérive aujourd'hui de certaines institutions qui ne se sentent pas, qui ne se sentent plus parce que, voilà, on sait qu'on les protégera toujours et qu'on ne les empêchera pas de faire leurs conneries. Donc je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus et j'espère que on ira vers le bon sens et qu'on aura des gens capables d'aller vers le bon sens au pouvoir, aux différentes échelles du pouvoir. Et voilà, donc il y a une remise en question à faire, mais bon, on verra bien si ça se fait un petit peu, pas du tout, beaucoup, passionnément, la folie, etc. Moi, je suis un petit peu moins optimiste que Nicolas. Tu tombes dans le pas du tout. Moi, je pense qu'il faut absolument, il ne faut rien céder au pouvoir actuel et ne rien espérer de lui. Tu continues d'espérer peut-être que quelque chose arrive de positif avec ce qui se met en place. Moi, j'ai peut-être moins de patience que toi. Non, moi, je crois vraiment que le système tel qu'il est conçu ne permet absolument pas de défendre nos intérêts. Et que bien au contraire, plus on le suivra et plus on sera dépouillé, on sera tondu et on finira mal, c'est ce que je crois. Donc plusieurs options, y croire quand même, essayer de voter, sachant que tous les candidats qui arrivent, il y a déjà eu un tri qui s'est fait en amont. S'ils arrivent là, c'est qu'il y a des partis, c'est qu'ils ont des parrainages, c'est que les médias veulent bien parler d'eux. Bon, ouais, donc ça déjà, c'est un filtre qui, pour moi, c'est rédhibitoire. Ça veut dire que personne dans les candidats sérieux, c'est-à-dire c'est les candidats qui pourraient potentiellement être élus,
personne ne peut changer quoi que ce soit. Sinon, ils n'auraient pas passé tous ces filtres, toutes ces barrières. Donc je ne crois pas dans le système pour pouvoir changer les choses. Je ne crois pas non plus dans la révolution brutale qui consiste à dire allez demain on prend la Bastille. On va à l'Élysée et on va tout casser et voilà. Je n'y crois pas. Je pense que la révolution populaire ça n'existe pas. Que à chaque fois dans les révolutions, dans l'histoire des révolutions, le peuple n'entre que comme instrument passif, il est toujours l'instrument des intérêts supérieurs. Pour qu'une révolution populaire marche, il faut qu'il y ait des intérêts dans les hautes sphères, c'est ça que je veux dire. C'est toujours récupéré, et au final, le peuple est le dindon de la farce. Donc je ne crois pas en ça. Pour moi, le meilleur moyen, finalement, c'est d'essayer de le contourner, voilà, d'essayer de s'en rendre le plus indépendant possible, de ne pas dépendre du système. Et je crois que le meilleur moyen de ne pas se rendre dépendant du système, c'est déjà d'arrêter d'être attaché à l'argent, déjà parce que c'est comme ça qu'on nous tient. Et donc essayer de développer, comme je disais tout à l'heure, tout un tas de compétences, d'aptitudes, qui ont fait leur preuve dans l'histoire. On voit que y a beaucoup de métiers qui ont résisté à l'épreuve du temps. Trader, c'est très récent en fin de compte. C'est pas parce que ça gagne beaucoup d'argent que c'est très utile aux sociétés. On voit que c'est très récent et que c'est un métier qui est arrivé dans des sociétés en déliquescence qui sont les nôtres. Il y a beaucoup d'autres métiers qui sont d'ailleurs, comme on le disait, on l'a remarqué avec Nicolas, qui sont beaucoup moins bien valorisés, qui pour autant sont des métiers traditionnels, ancestraux. Les métiers du bâtiment, c'est très mal payé. Enfin, c'est pas que c'est très mal payé, ils arrivent quand même à se débrouiller, mais c'est très mal vu, c'est pas valorisé du tout. Vous arrivez dans une soirée cocktail, vous dites que vous êtes trader, ça n'a pas le même effet que si vous dites que vous êtes électricien. Voilà. Bien que depuis 2008, les traders non, c'est pas 2008, c'est l'affaire Kerviel, pardon, les Oui, traders. mais si c'est ça, oui, c'était c'est ce qui avait marqué le début. Bon, enfin. Donc voilà, je dirais, je conseillerais plutôt aux gens déjà de retirer leur argent des banques ou du moins de le préserver, voilà, en achetant de l'or, en achetant ou enfin quelque chose qui a une vraie valeur, ce qu'on appelle une valeur intrinsèque. Voilà, je pense que ça c'est essentiel. Et puis de se préparer, voilà, à se dire qu'à un moment donné on peut se retrouver comme à Chypre, c'est-à-dire les distributeurs desquels on n'arrive plus à retirer d'argent. Voilà, et c'est pas votre carte bleue, faut faire une réflexion philosophique là-dessus, hein, c'est pas de la richesse en soi, hein, c'est comme votre billet, c'est un bout de papier, votre carte bleue c'est un bout de plastique, hein. Vous avez un certain pouvoir aujourd'hui parce que vous mettez cette carte dans le distributeur, vous avez de l'argent qui sort, de l'argent qui a encore le système fonctionne encore comme ça dessus. Mais le jour où on débranche le distributeur, vous faites quoi avec votre bout de plastique bleu là? Enfin, je veux dire, vous êtes complètement impuissant. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Chypre. Et ça va s'aggraver. Bon, moi je pense qu'il faut réussir à être le plus autonome et de fonctionner un peu comme dans la société grecque antique, comme des ilotes. Vous voyez, chaque famille, chaque citoyen est en même temps un soldat, est en même temps un agriculteur, est en même temps un constructeur. Vous voyez, il faut essayer d'être polyvalent et arrêter d'avoir cette arrogance de penser que parce qu'on a un bac plus 5 en histoire ou en truc, tout ça, ça nous servira à rien. Voilà. Gardons quand même une petite note d'espoir. Hein. Bien sûr, parce que même si je me trompe, et avec moi tous ceux qui parlent comme ça, si demain on trouve une solution miracle à la crise et que tout s'arrange, c'est pas plus mal, vous serez formé, l'autonomie n'a jamais fait de mal à personne, au contraire ce sera un progrès. Voilà, si même Maxime est un peu optimiste. Merci beaucoup messieurs. Je tiens à préciser à ceux qui nous auraient rejoints entre-temps que Marc n'est pas mort. Hein. Il y a sa photo, mais c'était juste un trait d'humour. Voilà, c'est hein. vrai que il sera là bientôt. Le ton était un peu solennel, un peu triste, même sur la fin. Je me suis rendu compte que cette photo en noir et blanc faisait un peu... Voilà. Marc, on pense à toi, on pense à tous ceux qui participent et ont participé et participeront. Il n'est pas malade non plus, il va très bien. Voilà. Tout le monde va bien, normalement, sauf Maxime qui, je pense, déprime. Non, faut pas croire ça. Au contraire, faut pas croire ça. Moi, c'est pas du tout de la déprime. Justement, au contraire, moi, je déprimais quand je pensais, comment dire, justement, ces époques, je disais que je travaillais chez France Télécom. Je croyais que ça, c'était la norme. Et là, c'était déprimant, effectivement. Je voyais autour de moi comme quoi, beaucoup tous les de mal-être. employés de France Télécom ne se suicident pas. Et j'ai compris, si vous voulez, que justement, la vraie vie, je pense, c'est pas ça. C'est pas ça. Et quelque part, effectivement, toute cette crise peut être vue comme une catastrophe, mais aussi une catastrophe qui peut être de laquelle on peut s'en sortir par le haut et qui peut être un moyen de préparer, voilà, le monde de demain avec une vie meilleure. Voilà, juste quand je remets mon portable en truc, j'ai les messages. Non, mais c'est le gong de la fin. Voilà, c'est ce que j'allais dire justement. Donc, juste avant de rendre l'antenne. Mais je ne déprime pas. Hein,
chacun à venir sur ce plateau pour exprimer et puis raconter son expérience, donner son point de vue et puis même nous alpaguer sur les réseaux sociaux. Je le rappelle, on est présent sur Facebook, sur Twitter. On est très connectés, comme le montre actuellement Maxime avec son portable. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous proposer des sujets, à nous proposer aussi vos points de vue sur les différents débats que l'on met en place et sur lesquels nos chroniqueurs se battent avec grande joyeuseté finalement et sans sang, sans effusion de sang. Et puis voilà, on se revoit normalement si tout va bien, si nous sommes encore en forme et en vie. Dès jeudi prochain, toujours en direct. Si on a assez d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture. C'est ça, si le monde ne s'effondre pas Oui. d'ici Ne là. pas oublier aussi ces crises-là qui convergent, crise financière, crise économique, crise énergétique, tout ça en même temps. Voilà. C'est-à-dire que quelque part, si on n'est pas si on n'est Là, pas là, on démonté, a- si on n'est pas démonté d'un côté, il y a une autre crise derrière de toute façon qui nous tombe dessus, quoi. Mais sachez que le Maxime est toujours actif, hein. La salive, elle, est inépuisable. Bah, c'est pour ça que je viens. S'il y a quelque chose qui marche, c'est bien ça. Bon. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour cette belle émission. On se Merci. retrouve dès la semaine prochaine, peut-être avec Marc, ou peut-être avec son portrait en noir et blanc. À tous, une très bonne soirée à l'écoute de Radio Rec. D'ici une demi-heure, la Minute Tazon. Et puis n'hésitez pas à écouter toutes les autres émissions. Chaque jour, une nouvelle, ou deux, ou trois, ou quatre. Les podcasts sur radio-recc.fr. On vous embrasse et on vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.